Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Happy Hour, votre podcast servi frais. Au programme aujourd'hui, on vous parlera cinéma, séries télé, jeux vidéo et un peu de musique. Toujours en présence d'Alexandre et Jean-Victor. Pourquoi tu me regardes quand tu dis Alexandre? Je vais à l'efficace directement et on salue Marc, hein, évidemment, qui est en vacances. Qui n'est pas avec nous. Voilà, on balance un peu. Et on dit bonjour à Clone Web, dont la dernière émission vidéo vient de se terminer. 6 ans d'amour, 6 ans d'aventure. Et on accueille du coup deux vaillants chroniqueurs qui sont Oriane, productrice audiovisuelle, bonjour Oriane, bonjour, et Geoffrey, Oriane. Salut. Qui anime bonjour, le podcast sympathique Scopcast depuis le début de l'année. Voilà, c'est ça, on a lancé ça avec deux potes et on parle de pop culture avec des thèmes différents. Ça me rappelle quelque chose. C'est un petit peu incroyable. Oh là là, on a lancé des modes. En plus, on l'a lancé en même temps le même mois, je crois, sans même se parler du fait qu'on faisait des podcasts. Les planètes étaient déjà alignées. Ouais, elles étaient alignées, je pense. Et bah ça tombe très bien. On était voués à se rencontrer, c'est fou. Vous connaissiez avant un peu, non? Oui, on va voir des concerts ensemble. On a fait les 400 coups. C'est une vague conspiration. Et ben Geoffrey, on va te laisser la parole pour ce premier sujet. Tu fais des podcasts, ça tombe bien. Hein, on va voir un peu ce que tu donnes. Life is Strange. La pression directe. Donne tout. Alors Life is Strange, c'est un jeu vidéo épisodique narratif. Je sais pas si vous avez déjà ici joué à des jeux narratifs, que ce soit les Walking Dead. Des épisodes qui sont mis en ligne. Ouais, bon là le jeu est sorti il y a un an, donc les 5 épisodes sont dispo. Et ça se rapproche de genre de jeux des studios Telltale, Quantic Dream, comme il y a eu Evil Wayne. Moi je suis pas très fan des jeux Quantic Dreams, où vous avez les jeux comme Walking Dead, etc. Je sais pas si l'un de vous a déjà fait ce genre de jeu. Voilà, donc c'est des jeux narratifs qui consistent en grande partie à fouiller des pièces, exécuter des QTE pour faire avancer l'histoire et faire des choix. QTE, c'est quoi? Des QTE, c'est des Quick Time Events. Donc c'est en gros au moment où un mec te frappe, tu dois appuyer sur rond pour esquiver et tour triangle pour riposter. T'as la touche qui apparaît à l'écran, il faut que t'appuies pile au bon moment. Donc c'est une action que t'es obligé de, c'est une scène que t'es obligé de faire, d'interagir avec. Voilà, exactement. Ça, qui lance l'action suivante ou qui. Voilà. C'est une espèce de cinématique interactive en fait. Si tu rates ta touche, tu rates ton action et ça dégénère. Vous aurez compris que je suis pas très jeu vidéo. Ah bon? Justement, c'est peut-être un jeu du coup qui pourrait te plaire parce que pour le coup, moi du coup, je suis pas fan de ce genre de jeu et un pote m'a dit tu devrais faire Life is Strange, c'est vraiment différent, c'est cool. Donc je me suis lancé dans le jeu. T'es facile à convaincre quand même. Ouais, je suis un peu facile. T'as dit c'est cool, t'as fait ok, oui, je vais. C'est clair. Et en plus, le premier chapitre est gratuit en ce moment, donc c'est l'occasion. Et du coup, on suit l'histoire donc de Max, une étudiante dans une prestigieuse école de photographie dans l'Oregon, qui va s'apercevoir dès le début du jeu qu'elle a le pouvoir de remonter le temps de quelques secondes, quelques minutes. Et du coup, grâce à ça, elle va pouvoir déjouer un meurtre au sein de son école, parce qu'elle voit l'action se dérouler, donc elle revient en arrière pour empêcher l'action en actionnant l'alarme de l'école, en gros. Et elle va s'apercevoir que la victime de cette tentative d'assassinat est sa meilleure amie d'enfance qu'elle avait perdue de vue. Elles vont enquêter ensemble toutes les deux sur la disparition d'une étudiante, peut-être même de 2 étudiantes d'ailleurs, c'est suggéré, au sein de cette école. Donc en gros, on a une ambiance extrêmement bien travaillée parce qu'on a une patte graphique, c'est un mélange entre du shell shading mais un peu comme si ça avait été dessiné au pinceau, à la brosse. Enfin, il y a un style graphique 3D vraiment très intéressant avec une palette de couleurs juste magnifique. Et est-ce que c'est un peu Instagram sur les bords? Un peu, pardon? Instagram. Ouais, non. Ça a l'air un peu trop. Par contre, on fait beaucoup de photos dans le jeu, justement, comme c'est une étudiante en photo, elle se sert de ses photos pour regarder des preuves, etc. Donc on a un stock de photos, etc. Et on a un immense travail sur la personnalité des personnages. On s'attache vraiment très facilement au personnage principal. Et en fait, contrairement à tous les jeux, les Walking Dead, etc., où finalement c'est une succession de scènes où les QTE sont juste là pour te faire croire que tu joues, mais au final l'histoire se déroule comme elle est censée se dérouler depuis le début. Il n'y a pas vraiment de choix hyper intéressant dans le jeu à part des petits détails. Là, le fait de pouvoir remonter dans le temps, ça ajoute une notion de gameplay de ouf. Par exemple, des scènes où on a 2 minutes pour fouiller la chambre d'une élève avant qu'elle arrive. On va fouiller, on trouve pas la preuve. Au moment où elle rentre, on peut remonter le temps de 2 minutes et du coup se focaliser sur les endroits où on n'a pas encore cherché plutôt que. Et du coup, c'est parce qu'en fait, ça alterne le temps que autour d'elle, mais pas le sien. Donc elle, ce qu'elle a fait, elle a déjà fait. Et du coup, il y a un effet papillon des énigmes hyper intéressantes et un gros effet papillon. Il y a certaines scènes que mes potes ont fait le jeu, n'ont pas eu du tout le même jeu que moi sur certains chapitres ou le même déroulement des choses. Donc il y a vraiment un effet papillon très intéressant sur les actions qu'on fait qui vont avoir des conséquences plus tard. Ah oui, donc ils ont vraiment poussé le côté différentes branches suivant tes choix. Ouais, exactement. Et tu peux avoir plein de fins différentes. La fin, il y a pas beaucoup de fins différentes, elle est assez proche, mais c'est la manière dont se déroule le jeu au final. Ça reste un jeu linéaire, mais avec on a vraiment une sensation d'agir sur l'histoire avec plein de petits éléments et plein de petites énigmes, et ça c'est hyper bien réussi. Je parle même pas de la BO du film qui est constituée, il y a du
du jeu, pardon. Mais je dis du film, c'est limite presque ça. On a du José González, on a du Mogwai, on a du Silmater, on a que de la musique folk tout le long pour accompagner tout ça. Il y a une ambiance très lourde, très pesée, parce qu'il y a une atmosphère vraiment, il y a des histoires d'enlèvement, etc. Mais au-delà de ça, on a une atmosphère très colorée, avec de la très belle musique, un peu cool, donc il y a des belles contrastes. Et c'est un jeu vraiment intéressant. Le chapitre 1 est dispo gratuitement en ce moment sur toutes les plateformes PS4, Xbox, Mac, PC, etc. Donc je vous conseille de tenter pour les vacances, c'est assez cool. Et quand tu joues, en fait, est-ce que c'est un peu comme les Telltale où tu as ton personnage qui se dans les décors? Est-ce que tu as des dialogues à choix? Alors en fait, alors déjà oui, on se déplace dans les pièces, on fouille, on regarde, on parle aux gens, etc. à la troisième personne. Mais au niveau des dialogues, le fait de remonter le temps, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, par exemple, on peut. Alors, en fait, quand on a fait un choix qui va avoir des conséquences, le jeu le mentionne avec une petite icône de papillon. D'ailleurs, cette action aura des conséquences dans le futur. Du coup, tu peux dire ah putain, est-ce que j'ai bien fait ce choix-là? Je vais quand même refaire la conversation. Et le fait de refaire les conversations, ça t'amène des branches de réponses que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas parlé à la personne. Est-ce que c'est pas un peu triché? C'est un peu comme les jeux auxquels on joue. Enfin, en général, on se dit je me suis gouré. Et... en général, le problème c'est que tu sais jamais si le choix que t'as fait va vraiment être positif ou pas sur la suite. Le chapitre 3, moi j'étais devant ma chaise, j'ai fait ouah, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça alors que je pensais avoir fait les bons choix, et c'est atroce en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré, c'est qu'en fait le jeu te montre qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises ou bonnes réponses de temps en temps, et il peut avoir juste des conséquences graves juste avec un petit dialogue ou quelque chose. Donc tu pourrais y rejouer encore et encore et changer. Je pense que je vais le refaire, j'ai fini, je pense que je vais le refaire pour essayer de voir les choses que j'ai peut-être manquées ou faire le jeu différemment, l'aborder différemment, etc. Et cette semaine, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient l'adapter en série télé, donc toi tu penses que c'est une bonne, un bon choix? Je pense pas, parce que pour moi l'intérêt de l'œuvre pour moi c'est justement de cette notion de jeu narratif qui a enfin un vrai gameplay, justement, parce que le fait de remonter dans le temps, un vrai gameplay, on a une influence sur l'histoire, on est vraiment acteur du truc, et le poser sur un script tout plat avec on vous raconte l'histoire, est-ce que ça va être la même histoire? D'ailleurs je crois que ça va être la même histoire, te raconter comment elle aurait dû être. Ça n'a pas un grand intérêt. Après, si c'est bien fait, que c'est bien réalisé, on pourra voir ce que ça donne. Mais je sais pas, on verra ce que ça donne. De toute façon, ça a juste été annoncé, ça sort l'année prochaine. Ça va être en format numérique uniquement. Je pense pas que je sais pas du tout comment ça va être diffusé sur Netflix ou notre plateforme. Ouais, sachant que l'aspect interactif, en fait, c'est aussi l'un des trucs les plus intéressants. Oui, c'est le truc intéressant. De perdre ça, forcément. Et c'est le premier jeu narratif où j'ai pas l'impression qu'un QTE me coupe dans l'action, où je me dis, j'étais en train de voir une scène cool et tu me coupes à devoir appuyer sur carré, alors que je m'en fous, parce qu'au final, et là, il y a vraiment pas ça, on est vraiment pris dans l'histoire de A à Z. Et t'as d'autres chapitres qui vont sortir, le jeu continue aussi? Non, il est fini, le chapitre 5 est sorti il y a quelques mois et il est totalement fini, et c'est un studio français, donc en plus c'est français, fallait commencer par ça. C'est français, ils avaient fait le jeu Remember Me il y a 2 ans qui était sorti, qui était assez sympa, mais c'était un jeu de plateforme action qui était sympa sans plus. Et là ils annoncent un jeu à l'E3 qui s'appelle Vampire, on a vu très peu d'images. C'était eux? Je savais pas. Ouais. Et c'est disponible sur tout. T'as PC, Mac, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. Et premier chapitre gratuit. Sauf Game Boy, et n'essaie pas, ça marchera pas. Game Boy, je n'ai pas de console. Et c'est vraiment un truc intéressant qu'on aime le jeu vidéo ou pas, parce qu'au final, le gameplay il est simple, c'est facile à aborder. Et c'est vraiment accessible parce que c'est sur toutes les plateformes, et le chapitre 1 est gratuit en ce moment. Vous tapez sur le site lifeistrange.com, il vous propose directement de télécharger le premier chapitre sur la plateforme que vous voulez gratuitement, et on va dire qu'il y en a pour une vingtaine d'heures, je pense entre 15 et 25 heures si tu prends vraiment ton temps, ou si tu vas un peu vite. Pour un épisode ou les 5? Pour tout le jeu. Les 5, ouais. Du coup le premier épisode est gratuit, mais si on veut les 5 c'est 20 balles? Si on veut sur Steam, je crois que c'est 20€, là, ça change tout le temps avec les soldes Steam, des fois ça descend à 10, des fois ça, mais c'est 20 maximum. Pour 20€, vous avez tous les chapitres. Tous les chapitres du 20 au 5. Puis effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un style de jeu qui est vraiment à la croisée des chemins, et donc les gens qui aiment les séries, etc., et qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer aux jeux vidéo, ils peuvent rentrer par ça, parce que c'est vraiment entre les deux, quoi. Et j'insiste sur l'ambiance, où il y a vraiment une vraie recherche cinématographique et extrêmement intéressante, donc c'est vraiment comme si on regardait c'est une vraie œuvre de A à Z, quoi. Donc tu peux raconter ça avec ton téléphone? Je suis désolé, je l'avais mis en mode avion, tu es grillé. Je sais pas pourquoi il sonne.
Très bien, on mettra le lien dans les liens. Ça, faudrait les noter parce que la dernière fois, on a dit qu'on mettrait plein de liens et il n'y en avait pas la moitié. Oui, alors donc. Quelqu'un prend un papier. N'hésitez pas à nous le signaler. Le chapitre 1 est gratuit en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est définitif. Oui, je crois que c'est définitif. Ouais, ça fait très longtemps qu'il est gratuit. Ça fait une grosse démo comme ça. Moi, dans le train, sur le chemin des vacances ou quoi, sur son petit laptop, c'est vraiment super cool et agréable à jouer. Donc, et le conseil des vacances. Voilà, le conseil de jeux vacances. L'un des conseils des vacances. Super. Merci beaucoup pour cette nouveauté. C'était sympa. À la prochaine. Tu vas rester un peu avec nous parce qu'on a d'autres sujets auxquels on va parler. Je pense que vous parlerez plus que nous. Jean-Victor voulait nous parler de Mirror's Edge. Oui, je suis un peu embêté parce qu'à la base je me disais ça va être chouette, je vais être tout enthousiaste et en fait entre temps j'y ai joué et entre temps mon enthousiasme est tombé un petit peu en désuétude. On va passer au sujet suivant. Voilà. Alors je vais quand même resituer un petit peu ce que c'est Mirror's Edge. Le premier jeu, parce que c'est une suite, le nouveau, qui s'appelle Catalyst. Donc Mirror's Edge à la base, c'est un jeu qui est sorti il y a 6 ans sur console à l'époque, donc PS3, Xbox 360 et PC. Et en fait, c'était un jeu un peu novateur parce que c'était donc un jeu à la première personne, mais de parcours. On jouait déjà un personnage féminin qui s'appelle Faith, et dans un espèce de Néo-Tokyo futuriste où on était, donc c'est avec un tyran, etc. On est un petit peu la résistance, et donc dans cet univers un peu épuré avec une architecture un peu trop clinique, on passait notre temps à courir sur les toits et on faisait littéralement, c'était un jeu de Yamakasi en fait. Faut pas avoir le vertige quoi. Non, pas du tout. Le but c'était vraiment de sauter de toit en toit, de s'échapper. Grave la gerbe. Oui. Quand t'aimes pas ce genre de jeu, faut pas y jouer. Mais c'était hyper intéressant parce que c'était une approche totalement un peu novatrice pour ce genre de jeu qui d'habitude consiste à flinguer tout ce qui bouge, et là justement on n'avait pas d'armes et le but c'était de courir et de s'échapper. Et ce qui était vraiment bien fait, c'est qu'on avait vraiment le body awareness, donc on avait vraiment la conscience du corps du personnage, où il fallait vraiment gérer les pieds, les mains, etc. Et sur la gestion des mouvements, ils avaient vraiment réussi à créer un jeu qui donnait conscience du personnage entier et du poids du personnage dans les airs, sur terre, etc. Et vraiment optimiser ses trajectoires, ses sauts, ses glissades pour être le plus efficace, le plus véloce possible. Et en fait, c'est un jeu qui a une espèce d'aura culte, mais qui n'a pas du tout marché à l'époque financièrement. Ça a fait un flop. Et on a attendu pendant des années une suite, en se disant que ça n'arriverait jamais parce que le premier n'avait pas marché, sauf que l'aura culte a fait son chemin. Et finalement arrive enfin en 2016, donc 7 ans après, Mirror's Edge Catalyst, qui est donc la suite directe, avec même personnage, même univers, tout ça. Et le problème, c'est que le jeu rentre dans les standards de gameplay actuels, où il faut forcément jouer dans un monde ouvert. Et cette idée de monde ouvert, en fait, casse complètement la dynamique du jeu, parce qu'on en a du coup une immense carte où on peut aller de droite à gauche, etc. Sauf qu'en fait, le design général du jeu fausse complètement ça, parce qu'en gros, pour aller d'un point A à point B, en fait, il n'y a pas 36 chemins possibles, il y en a un seul. Et comme on est forcément sur des toits d'immeubles, etc., dans une espèce de ville avec que des buildings, on peut pas forcément improviser, parce que sinon on tombe dans le vide comme une grosse merde. Et donc du coup, ce qui est très bizarre, c'est que le jeu est en monde ouvert, mais super dirigiste. Ouais. Il y a une aide avec un espèce d'indicateur tu peux pas aller où tu veux, en fait, quoi. Bah tu peux, mais le problème c'est que si tu cherches à improviser, en fait très vite tu vas te planter. C'est-à-dire que le jeu est, en fait c'est linéaire dans le sens où pour passer d'un immeuble à l'autre, il n'y a pas 36 chemins, il y en a un seul, et si tu essaies de passer autre part, tu vas te planter. Donc en fait tu es obligé de suivre l'aide, sinon tu vas faire 3 fois le tour de maison et tu vas pas y arriver, c'est pas drôle. Et en fait ils n'ont pas réussi à faire cette transition en monde ouvert en se disant parce que c'est quand même un jeu qui se construit sur l'adrénaline, le but d'aller le plus vite possible, d'être vraiment hyper efficace, hyper rapide. D'ailleurs il y a plein de gens qui s'amusaient à faire les meilleurs temps à l'époque sur les niveaux, etc. Et là en fait le monde ouvert casse un peu ça, parce que du coup tu peux te balader, regarder ce qui se passe et il se passe pas grand chose, mais en plus forcément le jeu étant ultra dirigiste, cet aspect ouvert en fait est finalement très fermé, on a vraiment des œillères et on n'a pas 36 solutions. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est qu'il y a un autre jeu qui est sorti il y a 1 an et demi qui s'appelait Dying Light, qui était un jeu de zombies dans lequel on était aussi en monde ouvert, mais c'était dans des espèces de bidonvilles, etc. Et pour le coup le monde ouvert était comme déjà on était proche du sol, on pouvait beaucoup plus faire n'importe quoi. Et vraiment, il fallait réfléchir par soi-même pour trouver la meilleure trajectoire, etc. Et c'était une composante du jeu, mais ça s'intégrait super bien là où c'est ici le principe même du jeu, et où finalement, ils ont un peu cassé la dynamique du truc, et
Et en fait, on a l'impression que le jeu est moins évolué que le premier. Donc une déception, quoi. Une déception, ouais, parce que du coup, il n'y a pas les sensations qu'on avait forcément avec le premier. Bon, il y a aussi la surprise en moins, parce que maintenant on connaît un peu. Surtout qu'il était très attendu aussi, quoi. Ouais, c'était un jeu qui avait des attentes énormes. Ouais, il a eu du retard ou. Il a eu un peu de retard, mais en plus, ce qui est très drôle, c'est que c'est développé par DICE, qui est un des plus gros studios de jeux vidéo à l'heure actuelle, ceux qui font les Battlefield, c'est eux qui ont fait le dernier jeu Star Wars, qui ont des moteurs graphiques de fou furieux. Et là, le jeu est assez moche, il y a plein de bugs partout. C'est pas. J'ai l'impression qu'il a été développé. Ils ont commencé à le développer il y a 4 ans et ils l'ont sorti maintenant. On a l'impression qu'ils l'ont sorti parce qu'il fallait le sortir, mais qu'ils se sont peut-être même rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément appliqué les bonnes mécaniques de jeu dessus. Et donc voilà. Donc à la base, je voulais en parler en mode ça va être trop bien cette Mirror's Edge 2, et en fait, c'est un peu une déception. Donc, j'ai eu le même effet que toi. C'est pas désagréable, mais mettez pas 60 balles dedans, ça les vaut pas du tout. Et si jamais vous le chopez, si vous aimez le premier, essayez de le choper en solde éventuellement, mais ça vaut pas plus, quoi. D'accord. Très bien. Bah écoute, on note ça. On n'y jouera pas. Ou pas cher. Parce que tout le monde joue en ce moment à un autre jeu. Oui, c'est aussi le problème. Et je vais laisser Alexandre en parler. Les gens ils sortent. Là, il faudrait sortir le générique. Pokémon Go. Donc c'est. Je pensais que t'allais chanter le refrain. Je suis très déçu. Non, je le connais par cœur, mais je le chante. Vas-y, fais-nous plaisir. Non, je ne le chanterai pas. Allez. Si on le fait à deux, non, c'est bon. En fait, Pokémon Go, c'est un peu l'événement jeu vidéo, même si c'est pas un jeu de gamer finalement, c'est l'événement jeu vidéo depuis un mois. Tout le monde en parle dans le monde entier. Je crois que sur Twitter, c'est en trending topic constant depuis quasiment 15 jours ou 3 semaines. Je ne comprends pas ce monde. Mais c'est le jeu qui a battu tous les records. Ça fait plus de téléchargements que Tinder. Il y a plus d'utilisateurs que Twitter. C'est le jeu le plus téléchargé au monde. Et ça n'a pas fait plus de recherches que le terme porn pendant un moment. Ça a fait plus c'est de l'application la plus téléchargée porn, le jour de sa sortie, de toute l'histoire de l'Apple Store. En fait. Alors ça a été. Il me semble aussi que de toute façon Pokémon sur Game Boy c'était déjà les jeux les plus joués au monde c'est vrai. À l'époque. En fait, Pokémon Go ça a été annoncé en septembre 2015 par Niantic, qui sont des anciens de chez Google, qui ont développé un jeu qui s'appelle Ingress, auquel j'ai jamais joué. Donc je sais pas vraiment s'il y en a un de vous deux qui a joué. J'avais testé vite fait, ça consiste à aller à des points d'un pari, récupérer le point pour donner des points à sa team, etc. Et ça a l'air super. Ouais, mais c'était pour le coup beaucoup plus complexe que Pokémon Go en termes de gameplay. La CRA était un peu différente, mais on retrouvait la même carte. C'était vraiment basé sur. Ils ont repris la même base de données. C'est basé sur Ingress. C'était vraiment sur le principe un peu des chasses au trésor. Et du coup, le principe de Pokémon Go, c'est que tu l'as sur ton téléphone. C'est un jeu qui est uniquement sur smartphone, sauf Windows Phone, c'est une appli. Et tu te balades dans la rue. Et tu as des Pokémon qui apparaissent en réalité virtuelle sur ton écran. C'est-à-dire que moi, je vais sortir en bas de chez moi. Réalité augmentée, pardon, tant pour moi. Soyons précis un peu. Soyons précis, ouais. Je descends en bas de chez moi et là mon téléphone vibre, je l'ouvre et je vois que c'est moi qui t'ai envoyé un SMS. Juste en face de moi, un Mathieu sauvage est apparu. Il y a un ratata. Juste en face de moi, voilà, j'ai un ratata, donc c'est un petit rat violet. Là, je vais commencer à ne plus comprendre les mots que vous dites. Un Pikachu. Imagine que tu parles à un vieux. Voilà, un petit chat. Pikachu, c'est une souris électrique. Voilà. Bref, j'ai un Pokémon qui apparaît en réalité augmentée sur mon téléphone. Et je dois le capturer en lui lançant une Pokéball dessus. Et Mathieu est totalement perdu. Pour le faire se battre à mort dans des arènes. Alors, il y a d'autres leviers dans le jeu. Il y a ce qu'on appelle des Pokéstop. Donc là, ce qui reprend tous les points de Ingress, en fait, où tu vas à plusieurs points et tu peux récupérer des Pokéballs, des potions, des choses comme ça. Et ça te rapporte de l'XP. Et aussi dans les... L'expérience. Je traduis pour Mathieu. Non, mais l'XP, ça va, merci. Je pense. Ah, XP, non, je te dis, adresse-toi à un noob. Ok, ma grand-mère quoi. On l'embrasse. Et en plus de ça, il y a des arènes. Donc des arènes, c'est quoi ? C'est dans des lieux plus ou moins historiques. Par exemple, là, il y en a un, Place de la République, où tu peux te battre contre des gens, même s'ils sont pas forcément là. Tu te bats contre des gens et tu deviens maître de l'arène Pokémon. Donc c'est violent comme jeu. Pour 2 secondes. Pour à peu près, ouais. À République, ça dure à peu près 2 minutes avant que quelqu'un vienne te battre, mais voilà. D'accord, et donc beaucoup de gens y jouent. Autour de cette table, vous êtes 3 à y jouer. Ouais. Tous les jours. Là, on Pourquoi voit. J'ai marché 100 km en un mois. Je joue comme un taré, tout le temps. Mais ouais, en fait, c'est ça la question qu'on a envie de vous poser, je pense, avec Mathieu, c'est qu'est-ce qui vous attire autant là-dedans ? En fait, Oriane, je pense... Ouais.
Vas-y. Moi, je suis pas une grosse joueuse par ailleurs. Après, c'est ça qui est drôle, c'est que les gens qui jouent sont pas. Jeux mobiles. Et là, moi, je me déplace qu'à pied dans Paris. Et donc, du coup, ça me permet de jouer en marchant, pour le coup, en allant du boulot au taf, du taf au boulot. Je vais pas trop dans les arènes, parce que les rares fois où je me suis essayé, mes Pokémon sont pas assez puissants, donc je me suis fait massacrer sans rien comprendre. Mais, sauf hier, j'ai gagné mon premier combat. Bravo. Et ça a duré pareil, je crois, 2 minutes. Et non, sinon, j'aime bien le côté collecte, capture. Et moi, ce qui me plaît, c'est l'aspect chasse au trésor, réalité augmentée, c'est-à-dire que tu sors et tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Alors, t'as grande chance de tomber sur des Rattata ou des Roucoule, mais tu peux quand même avoir des Pokémon plus rares et j'aime bien le côté collection. C'est le côté collection, je pense, qui fait que ça marche vraiment. Moi, au boulot, on est une boîte, on est 40 employés, je crois qu'il y a plus de 30 personnes, toutes les nanas jouent à ce jeu, c'est un truc de fou. Et même d'ailleurs, les premières stats qui sont sorties, je crois que c'est plus joué par les filles. Ouais, mais ma copine s'y est mise le soir, elle me montre ses Pokémon. Moi, je monte mon armure de l'ours dans Witcher 3, elle s'en fout. Et elle arrive, elle me fait regarde, j'ai 6 Pokémon et tout. J'ai fait, c'est un phénomène de malade. Alors, je pense que là, maintenant, ils sont confrontés à quelque chose, c'est qu'il y a un aspect, on va dire RPG. Donc, c'est ce qui faisait les vieux jeux Pokémon. C'est-à-dire que dans le jeu Pokémon, on marchait dans les herbes, on croisait un Pokémon. Pour le capturer, il fallait le combattre, l'affaiblir un peu pour qu'il rentre, etc. Il y avait une notion de combattre entre Pokémon pour les faire évoluer de niveau. Actuellement, cette notion-là, elle n'existe pas. Et je pense que s'ils rajoutent pas ce côté RPG rapidement, c'est un jeu qui va commencer à lasser les gens qui jouent juste pour l'aspect collection dans quelques semaines, quelques mois. Et s'ils commencent à rajouter ces notions de vraies notions d'RPG, de combat, d'entraînement, etc., de jeu de rôle, je pense qu'il va avoir les vrais gamers, comme je pense Alexis joue beaucoup de jeux vidéo, moi aussi, qui vont continuer à un peu pousser le jeu pour aller plus loin. Vous voyez la notion d'échange aussi, ça serait bien qu'ils l'ajoutent. Ça c'est prévu, c'est en cours. Parce que pour l'instant, si c'est juste de la collecte quand tu te balades dans la rue, c'est juste de la collecte pour l'instant. Tu te dis, en hiver, je pense pas que les gens, quand il fera 0 degré, vont se taper une marge de 30 minutes. Ce qui est hyper malin, c'est de l'avoir sorti en été. C'est vrai que moi, j'ai multiplié à peu près par 30% mon temps de déplacement, de trajet pour aller chez moi au taf, par exemple. Et c'est clair que si c'était dans une période de rush, j'aurais moins de temps aussi. Est-ce que vous pensez par rapport aux critiques du jeu, est-ce que vous pensez que c'est un jeu justement social dans le sens où vous pouvez croiser et rencontrer des gens, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous enferme un peu plus? Non, moi j'aime bien parce que moi j'ai des collègues le midi, des fois on est un peu chacun de notre côté. Moi je joue à Life is Strange cette semaine par exemple. Il y avait un collègue qui regardait ses vidéos d'Hearthstone sur Twitch, etc. Et on s'est dit tiens, il fait beau, on n'a qu'à sortir, on marche jusqu'à Opéra avec nos trucs, on a capturé c'était marrant. Je trouve le côté social il est assez marrant, je trouve qu'il est moins dangereux que beaucoup d'autres jeux et moi je trouve le concept très intéressant. Grâce à Pokémon Go, je me suis fait des amis. Non, je fais pas des amis, mais ça te permet des fois où moi des fois je dois aller chercher le pain, ça me fait chier, j'ai pas envie d'aller chercher le pain. Là je me dis je vais à la boulangerie, je capture 2 On peut relancer le commerce local avec grâce à Pokémon Go, je ne suis plus une feignasse. C'est ça. Non, mais il y a un petit côté vraiment sympa, l'idée est cool. Après faut juste qu'il la pousse parce qu'il y a encore beaucoup de bugs, il y a des problèmes des serveurs et que ça va un peu mieux, mais ça va mieux quand même. Ça va mieux, mais il faut qu'il pousse l'idée. Pour l'instant, c'est juste un petit jeu de collection et il faut qu'ils réussissent à en faire quelque chose de plus intéressant pour attirer vraiment les gamers, quoi. Il y a un effet de nostalgie qui est hyper fort en fait. C'est juste que nous on est pile dans le bon âge, je crois, tous là autour de cette table. C'est qu'on avait donc Pokémon qui est sorti il y a 20 ans, et moi c'était le jeu qui, avec mon frère, on avait chacun notre Game Boy, on regardait la série télé ensemble. Le premier film qu'on a vu sans nos parents, c'était donc le Pokémon, le film que j'ai emmené avec Mew et Mewtwo à 4 ans de moins que moi. Et là, quand je suis allée le voir pendant les vacances, je lui ai expliqué comment télécharger l'appli parce qu'elle n'était pas encore sortie à ce moment-là. Et ça nous a reliés sur ce truc-là. Et mon frère, 20 ans après, se souvenait encore de tous les noms des Pokémon, quoi. C'était avec le Pokérap, ça c'était grâce au Pokérap. Moi, tu m'aurais dit quand j'avais 6 ans, mec, genre une voix du futur qui arrive, genre Alex Louz, il arrive. Dans 20 ans, tu y joueras encore. Il me fait, dans 20 ans, tu pourras capturer les Pokémon dans la rue avec ton téléphone. Et c'est vraiment sympa comme concept. Il n'y a pas eu d'évolution de l'univers Pokémon par rapport à ce nouveau jeu là? Non. Il n'y a pas des choses en plus? Non, sachant que là, même on revient au basique, c'est-à-dire au bleu et rouge, quoi. Si tu veux maintenant, Pokémon, il y en a je crois 950, un truc comme ça. Ouais, il y en a 900 je crois. On a la 6 ou 7ème génération. On a la 7ème génération. Ils en rajoutent en moyenne entre 50 et 100. Il y en
en a que 145. Donc il a matière à se développer aussi. Ouais, de toute façon, je pense que tous les ans, ils vont dire attention, les deuxième génération est disponible et ça va relancer la machine pour les collectionneurs pour 2-3 mois. Sachant que la vraie question aussi, c'est que les jeux Pokémon d'origine sur Game Boy, etc., la nouvelle génération sort à la fin d'année. 18 novembre. C'est Pokémon Sun et Pokémon Moon ou un truc comme ça. La question c'est est-ce que effectivement ce succès de Pokémon Go va avoir une conséquence sur la sortie de Pokémon ou est-ce que les gens n'auront rien à cirer? Je pense que oui, je pense que... Est-ce que le côté réalité augmentée, si tu veux, c'est pas un plus que va perdre le jeu de base, quoi? Non, je pense que t'as un côté nostalgie. Enfin, moi j'ai fait tous les Pokémon sur Game Boy de toute façon, donc forcément celui-là je vais y jouer. Mais je pense que si t'as des personnes, je sais pas si toi tu les as tous faits. Mais peut-être que du coup avec celui-là, Sun et Moon, tu vas peut-être y jouer parce que ça t'éclate, tu vois. Moi en tout cas, j'ai retéléchargé un petit. Ils sont que sur quoi? Sur Game Boy? Sur Nintendo DS. Ça n'existe plus les Game Boy. Sur Nintendo DS. T'as des émulateurs. Les évolutions. Ouais, ils ressortent la NES bientôt. Ils sont. Moi je sais que là, du coup, ça m'a donné envie dans mes trajets de métro, ça m'a donné envie de me prendre un petit émulateur. Je me suis refait Emerald, je me suis fait. Du coup, il faut une bonne connexion pour jouer quand même, non? Ouais, une bonne batterie. 4G, très bonne batterie, ça c'est le gros problème du jeu pour l'instant. Va en vacances jouer à Pokémon, tu verras qu'il n'y a pas de Pokéstop à tous les coins de rue, en fait, contrairement aux grandes villes. Et donc mon frère, lui qui vit dans un petit village en Provence, il doit aller à l'église de son village pour récupérer des Pokéballs. C'est génial. Donc en fait on relance les commerces de proximité, on relance la messe, l'église, on relance... Figure-toi que sur les commerces de proximité ça joue énormément. Il y a beaucoup de commerces, en tout cas aux États-Unis, qui ont un peu relancé leur économie grâce à ça parce que c'était soit des Pokéstops soit des arènes. D'ailleurs Niantic a prévu justement évidemment de monétiser tout ça. Quand on est un commerce on va pouvoir devenir un Pokéstop ou une arène. Et au Japon tous les McDo vont devenir une arène. Il y a une alliance avec McDonald's. Enfin là, moi je sais que les commerciaux dans ma boîte ils étaient tous là, il y a un nouveau truc, le lieu sponsorisé, c'est le nouveau truc. Enfin ils relancent une industrie de la pub, une économie juste avec un jeu vidéo. En fait c'est un mélange entre Foursquare et tous ces jeux un peu transmédia à essayer d'appliquer des processus de réalité augmentée, de chasse au trésor, de pousser en fait les joueurs à se déplacer, à sortir de leur rue pour rencontrer soit des gens réels, soit des gens virtuels. D'ailleurs, je conseille de prendre le bus. Et là, ça marche. Ce qui est génial, moi, ce qui me fascine, en fait, c'est que ça marche parce que c'est Pokémon et que ça fait sortir des millions de gens de chez soi. Ce que des jeux transmédia, tout ce qu'on appelle ARG et tout ça, n'ont jamais réussi à faire, ou alors à toute petite échelle. C'est que là, t'as la puissance de la marque Pokémon qui est appliquée à un concept préexistant, mais qui du coup le popularise vachement, quoi. Donc le Mario Kart en réalité augmentée, c'est pas possible. Ça, ce serait bien. Ah bah, faudrait que tu cours vite, je pense. Même en VR, Mario Kart en VR. Des pots de banane, oui, tu m'étonnes. Il y a une petite notion aussi, une dernière, c'est on récolte des œufs dans le jeu qui éclot au bout de tant de kilomètres marchés, donc c'est 2, 5 ou 10 kilomètres. Donc du coup, des fois on se dit, tiens, dans 200 mètres, mon œuf va éclore, donc on marche un peu plus, on a un nouveau Pokémon, c'est marrant. Voilà, Pokémon Go. Et prenez le bus, comme je disais, parce que le bus, c'est pour l'instant la meilleure méthode de... Quand on prend le bus, on roule pas assez rapidement, donc le jeu considère qu'on est en train de marcher, et du coup c'est pratique. Voilà. D'accord, ok, très bien. Le succès de l'été, je vous sens vachement concentré en fait sur le jeu. Mais enfin moi je prends vraiment le jeu en fait hyper au sérieux, et si tu veux... non, mais ma vie a changé avec Pokémon Go. J'ai démissionné. Alors ma vie a pas changé, mais je marche beaucoup plus. Ça se voit, je trouve. Tu vois. Depuis que tu joues à Pokémon Go, tu es encore plus beau. Ah oui, merci. T'as capturé combien de Pokémon? Alors en différents, j'en ai 95. Ah ouais, tu vas bientôt arriver au 145. Ouais. Il y a un Américain qui a déjà réussi à les avoir. Alors je suis à peu près sûr que c'est un fake. C'est quoi les histoires de niveau là? Il a enquêté. En fait, t'as certains Pokémon qui sont disponibles que en Europe. Non mais t'as pas vu qu'il y a des... Oui mais il a dit qu'il a capturé tous ceux qui étaient disponibles aux États-Unis en fait. Il y en a qui utilisent des applications comme Fake GPS qui te géolocalisent ailleurs où tu veux. Mais apparemment il y a déjà eu des petites pluies de ban, donc... Ça va avancer le commerce, te dégage quoi. Ça a aucun intérêt de faire ça, c'est juste à détruire. Moi j'ai découvert avant-hier la carte Pokévision. Ça marche bien. Ça c'est fascinant parce que celle-là, en fait les Pokémon ne se déplacent pas, en fait ils sont posés de manière aléatoire sur une carte, enfin plus ou moins aléatoire, et ils restent au même endroit pendant 10-15 minutes. Et donc avec cette carte qui est branchée directement en fait au serveur de Niantic, c'est pas une carte du tout contributive, là c'est vraiment assez exact. Tu vois tous les Pokémon qui sont autour de toi et c'est assez... Donc tu peux y aller quoi. Et ça correspond au radar qui est déjà dans l'application. D'ailleurs je vous laisse, il y en a un que j'ai pas qui est... Là chez le voisin. Alors rigole pas. Hier soir j'ai vu un Porygon, t'es pas très loin mais... Je l'ai eu dans un œuf hier. Ah oui non, moi la semaine dernière j'ai vu... je sais plus ce que c'était, je l'ai vu sur la carte, j'ai fait ok, je m'en vais, je descends 10 minutes et je vais le capturer.
Et là, j'étais pas tout seul, il y avait bien 3-4 mecs que j'avais. Mais ça c'est génial. 3-4 mecs qui étaient là. Je sais plus. Est-ce que du coup on pourrait avoir des associations de joueurs de Pokémon qui pourraient se promener, genre un peu comme les mecs qui font du roller le vendredi? Il y a déjà des rassemblements. Tu fais des rassemblements et en plus il y a de joueurs. Des rassemblements dans les parcs. Cette carte Pokévision explique pourquoi on voit toutes ces vidéos là sur Twitter de gens qui courent tous vers un endroit. Que moi je trouvais un peu exagéré, parce qu'en plus t'as pas forcément besoin de courir, le Pokémon ne s'enfuit pas en fait quand tu arrives. Il reste là à 10-15 minutes. C'est juste effectivement de voir sur la carte, et sur cette carte tu vois le nombre de temps qui reste encore. Donc c'est vrai que s'il reste plus que 2 minutes, t'as intérêt à te dépêcher si tu veux attraper le dragon. Moi c'était un ectoplasma du coup que j'ai vu apparaître, et en fait il y a bien 3-4 mecs que j'avais déjà croisés 2 jours avant, qui étaient en train de jouer à Pokémon Go, avec qui on a discuté et tout, et ils sont venus me voir en disant alors tu l'as eu, ouais moi aussi je l'ai eu, voilà. Et en termes, ça va renforcer la fête des voisins quoi. En termes de modèle économique, on a une boutique dans le jeu qui permet d'acheter soit des œufs, donc qu'on peut trouver, mais ça permet d'en acheter, et on a aussi un système de leurre. En fait, le leurre, c'est un objet qu'on pose sur les Pokéstops qui sont un peu partout dans Paris, et pendant une demi-heure, ce leurre va attirer les Pokémon. Et du coup, il y a pas des petites équipes, mais moi je sais que dans la rue où je travaille, il y a la boîte qui est au 4e étage, à qui d'habitude on parle jamais, qui nous ont dit si vous voulez, nous on met un leurre cet après-midi, demain vous en mettez vous en mettez un, et on alterne un jour sur 2, c'est un coup notre boîte, un coup eux qui m'a aidé là. Oui, parce que alors Mathieu fait des grands yeux, mais en fait un leurre ça permet t'en fais profiter tous les joueurs. Tous les joueurs qui passent à cet endroit, du coup, et des fois moi je me retrouve, je marche des fois et je vois 20 mecs sur un banc vers Opéra qui sont tous avec leurs trucs, et du coup tu joins à eux, tu discutes un peu. Et d'ailleurs on voit bien que depuis que le jeu est officiellement sorti en France, donc ça fait une semaine à peu près, il y a de plus en plus de leurres dans Paris. C'est-à-dire qu'à chaque Pokéstop, 1 sur 2 il y a un leurre. Donc dans les grandes villes c'est un vrai, y a un vrai échiquier de Pokémon, de leurres. Ça pose aussi un problème pour les petites villes qui ont finalement pas grand chose quoi. Quand ils sont ou même les villages ou la campagne, c'est-à-dire que mon frère il voit arriver des Pokémon, il a plus de Pokéball. Donc c'est un problème que j'ai pas ici, où à tous les coins de rue tu peux récupérer 3 ou 4 Pokéballs toutes les 5 minutes. Donc c'est un jeu plutôt citadin quoi. Voilà, il y a quand même de la discrimination dans l'histoire. La centralisation a encore frappé. D'accord. Le capitalisme, tout ça. On verra avec ceux qui partent en vacances s'ils arrivent à jouer à Pokémon. Non, moi j'ai regardé la réponse, ils arrivent Carapuce. Tu vois les photos sur Facebook, j'ai pas de Pokémon. Très bien, c'est un peu plus clair pour moi, du coup je ne jouerai pas. Voilà, c'est ça la question, c'est est-ce que tu vas craquer? Moi j'ai choisi mon lieu de vacances par rapport à Pokévision. Ça s'appelle le Japon. Non, je rigole quand même, faut pas. Peut-être que je testerai la première version sans les Pokémon. La réalité augmentée, c'est toujours intéressant. Oh là là, le snob. Pokémon sans les Pokémon, ça veut pas dire grand chose, je crois. Ingress quoi. Je refuse de rentrer dans ce monde. On va changer de sujet. C'est bon. Parce qu'il n'y a pas de transition. Il se sent mal. On va sur des choses que tu connais. Je crois qu'on a passé mon seuil de tolérance concernant les jeux vidéo ou les Pokémon. On va parler de série télé, de The Night Of. Ah. Corianne va nous présenter, et qui est donc la nouvelle série un peu phare d'HBO qui est en diffusion cet été. Quelqu'un l'a vu? Moi j'ai vu le premier épisode. Non. C'est tout. Donc effectivement, comme tu l'as dit Mathieu, The Night Of c'est HBO, c'est une mini-série de 8 épisodes sortie depuis le 10 ou le 11 juillet. Donc on en est au troisième épisode, le prochain sortira dimanche. Et c'est donc adapté d'un format anglais qui s'appelle Criminal Justice, où il y a eu 2 saisons qui sont passées sur Canal+ et France 4 chez nous en 2009, France, 2010, et qui était un format créé par Peter Moffat sur l'analyse et l'observation du système judiciaire anglais. Donc là, c'est la même chose, mais rapporté au système judiciaire et pénitentiaire américain, puisque finalement, on suit donc l'histoire d'un jeune garçon d'origine pakistanaise qui vit à Jackson Heights dans le Queens. Et qui, une nuit à New York, alors qu'il veut aller à une soirée, donc il a emprunté le taxi de son père, il rencontre une fille avec qui le courant passe bien, qui l'emmène chez elle, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis il se réveille, et à côté de lui, la jeune fille est assassinée, criblée de coups de couteau. Lui, il en a évidemment aucun souvenir. Bonne soirée, sympa. Et le problème, c'est qu'évidemment, donc tout l'accuse.
parce que la police, etc., est rapidement sur les lieux. Il se fait arrêter à cause de l'alcool qu'il a dans le sang, dans son taxi, enfin vraiment un truc bête. Et puis évidemment, voilà, tout le relie à la scène de crime, donc il est rapidement accusé, et on va suivre finalement ensuite tout le système de mise en accusation et de procès qui s'annonce. Et pendant que lui est très rapidement envoyé dans une des pires prisons de l'État de New York, qui est Rikers, et donc il se retrouve finalement confronté, là c'est les derniers épisodes, confronté à des vrais criminels, et lui lui continue à acclamer son innocence, et voilà, et on voit un peu le système oppresseur, puisque voilà, un avocat ça coûte très très cher, ses parents sont vraiment la classe ouvrière, n'ont pas les moyens, et il va rencontrer un avocat un peu John Turturro, voilà, joué par John Turturro, un peu pas pourri, mais qui fait un peu les sorties de commissariat pour choper d'habitude plutôt des prostituées ou des dealers. Et là, c'est sa première affaire. Donc évidemment, il y a aussi d'autres gens qui vont tout faire pour prendre cette affaire-là et pour le dénigrer. Donc voilà, on suit un peu différents personnages. C'est assez passionnant. Et pour la petite histoire, c'est un projet qui en 2014 avait été tourné avec un pilote avec James Gandolfini dans le rôle de l'avocat, et Gandolfini était producteur, il tenait beaucoup à ce projet, et quand malheureusement il est parti, il y a Robert De Niro qui était pressenti pour le remplacer, et puis pour des raisons de calendrier ça ne s'est pas fait, donc c'est John Turturro qui a été le troisième choix, qui est assez efficace. Et autre élément du casting, c'est le rôle principal, donc Nasir, qui est joué par Riz Ahmed, qui est un acteur qu'on avait vu dans le film anglais We Are For Lions, et qui joue là cet été dans le prochain Jason Bourne, ouais, il joue et qui sera dans le prochain Star Wars. C'est le magma de l'informatique. C'est le Zuckerberg de Jason Bourne. Ouais. Okay. Et il sera dans le Star Wars de décembre. Donc c'est un comédien qui monte pas mal et qui tient vraiment la série de bout en bout. Surtout que le premier épisode, passionnant, j'ai vu que le premier est assez intéressant parce que au lieu de nous balancer dans une intrigue déjà préfabriquée, on suit vraiment lui, le héros, se faire, alors je sais pas, du coup on aura peut-être la réponse qu'à la fin de la saison, se faire piéger entre guillemets, c'est-à-dire qu'on suit vraiment tout ce qui va se passer, et pour une fois on nous cache rien, c'est-à-dire qu'on le suit vraiment cette soirée où il lui arrive les pires, enfin cette nuit où il lui arrive les pires en fait, choses. le premier épisode dure un peu plus longtemps, c'est quasiment 1h15, 1h20, et c'est vraiment un film, et c'est... J'ai dit le mot qu'il fallait pas, mais c'est vraiment l'épisode qui est quasiment en temps réel en fait, vraiment de toute la nuit, de moment où il décide d'aller en soirée, il prend la voiture et toutes les péripéties qui lui arrivent cette nuit jusqu'à son arrestation, enfin jusqu'à son arrivée dans le commissariat. Commence quasiment à la fin du premier épisode. Oui, il rencontre son avocat. Où on nous montre, nous spectateurs en fait, on est informés de tout ce qui s'est passé, hormis le petit laps de temps. C'est-à-dire la nuit entre où il s'évanouit finalement. Quand il couche avec elle et il se réveille. Donc là, nous aussi, on est un peu dans l'obscurité de l'histoire. Mais sinon, tout le reste, on voit un peu son évolution. On le voit faire les erreurs. On le voit faire l'erreur de partir en courant de la scène de crime. On le voit. Ça, c'est juste le premier épisode. Il n'y a pas de spoiler. On le voit faire l'erreur d'emprunter la voiture de son père sans lui demander. Ça, c'est le début du premier épisode. Voilà, on le voit en fait accumuler tout ce qui, on imagine, en tout cas sur la suite, va lui retomber dessus. Et notamment, et l'épisode, enfin le pilote est quand même assez bien foutu. Il y a notamment les scènes où il est dans le commissariat parce qu'il se fait attraper très rapidement, mais pour entre guillemets d'autres raisons. Et dans le commissariat, il attend, il sait pas comment est-ce qu'il doit se débarrasser de l'arme refaire une supposée erreur, du crime qu'il a sur lui sans savoir quoi. Enfin, c'est assez passionnant. Et après, tu verras dans les épisodes suivants, si tu continues à regarder, il y a clairement aussi un propos sur le délit de faciès aux États-Unis. C'est-à-dire que donc il est musulman d'origine pakistanaise, et clairement il y a donc tout l'indique l'indique comme le coupable absolu, et la police et pas mal de membres de la justice aussi ne se posent même pas la question qu'il pourrait de le croire et de se dire qu'il pourrait y avoir un autre timbré qui s'est introduit dans la maison à ce moment-là en fait. Il y a clairement aussi avec les médias, ce que les médias vont faire de l'affaire, quelque chose qui est aussi très contemporain à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les médias et dans la société américaine. Et du coup, c'est traité complètement au premier degré, parce que Ah oui, donc ce n'est absolument pas une comédie. Non, mais parce que en fait, le scénario... Non, on est clairement avec lui, et on est clairement sans savoir ce qui va se passer. Moi, je me demande, là, c'est seulement 8 épisodes, donc là, je me demande vraiment ce qui va se passer à la fin. Je posais la question, parce qu'en fait, l'histoire me fait vachement penser à une espèce de roman de gare un peu pulp, ou des comics comme ça, comme Criminal, etc. Non, ça fait partie de ces séries avec la figure de la nana qui t'attire, puis où tu te fais embarquer dans un truc pas possible. Pour le coup, c'est du pur HBO, c'est une série hyper classieuse, hyper bien réalisée. Quand tu parlais de film, on n'est pas loin de ça. On est vraiment sur une... Il y a beaucoup de qualité de toutes parts.
Après, à voir si le scénario tient sur 8 épisodes, effectivement. Il y a un showrunner prestigieux derrière, un mec qu'on connaît déjà ou... Sur la version américaine, je crois. Enfin, moi, j'ai pas le truc en mémoire, mais. Non, c'est pas. C'est pas une série faite par un grand Non, nom, c'est pas une de ces séries où il y a un réalisateur qui vient faire le premier épisode et puis qui se barre. Là, il y a une vraie cohérence et non, mais c'est une série, tu vois, qui n'était pas forcément attendue. D'ailleurs, je pense que personne n'en avait entendu parler avant qu'elle sorte. Bien. Ils ont sorti l'épisode 1 2 semaines avant en ligne. Avant la diff, et c'est pour ça que ça a fait son petit bout de chemin et que ça fonctionne plutôt bien. Ça pourrait être le retour même sur d'HBO, OCS, là, donc elle est diffusée le lundi soir sur OCS et ça a l'air de bien fonctionner aussi. C'est assez prenant. C'est pas une série d'été telle qu'on pourrait se dire côté non, c'est ça qui est léger, étonnant, fun. En fait. C'est un vrai choix, je pense, assez osé d'avoir placé en plein été. Et ça vaut vraiment le coup de rattraper. Non, mais c'est bien parce que du coup, effectivement, HBO, vu qu'ils sont quand même dans une santé un petit peu. Vu les séries, tous les gros projets annulés, avortés, reportés. Est-ce que dans cette série, on sait dès le début qu'il est innocent ou ça, c'est quelque chose qui est quand même. Est-ce que ça pourrait pas être un twist en fait. Pour moi, il est innocent parce que, en fait, on est. Effectivement, quand on parlait du pilote, pendant 1 heure, on est avec lui tout le temps et donc on s'attache à lui. Okay. On est vraiment dans le premier degré, du coup même dans l'empathie avec ce personnage qu'on considère comme une victime, en tout cas comme innocent, ça c'est clair. Après il fait des erreurs parce qu'il panique et c'est toutes les erreurs qu'on reprend dans l'actualité américaine aussi, pourquoi et même française, pourquoi de jeunes blacks ou de jeunes d'origine maghrébine s'enfuient quand ils voient la police, parce qu'en fait on a peur, même si on est innocent, et donc c'est vrai que les gens vont dire non, s'ils s'enfuient c'est qu'ils sont forcément coupables. Donc c'est pareil, en fait ils paniquent et donc ils s'enfuient. Donc il y a un truc très fort là-dessus sur ce propos-là et tout. Et après, oui, on n'est pas à l'abri d'un twist, mais après, je pense que la série n'est pas une série de twist, dans le sens où c'est quand même une série plus chronique sur la descente aux enfers. Et la partie prison, moi j'ai vu Orange is the New Black il n'y a pas très longtemps, et en fait, c'est une prison hyper cool par rapport à là où ils débarquent. Ça a l'air super. C'est une prison de sécurité minimum, donc en plus, elles sont pas parquées, il n'y a pas de grille, il y a beaucoup moins de gardiens. Là, c'est un truc qui fait plutôt penser à Oz. Et donc on est sur un truc hyper angoissant. Et il y a un acteur qui... c'est la question. J'ai pas encore vu, mais il y a un acteur qui vient d'arriver, qui dans le 3e épisode, donc qui est un peu le boss de la prison, et qui est en fait Omar Little dans The Wire. Il y a une filiation avec The Wire qui est... Cet acteur qui est à la fois tellement cool et tellement flippant quand il te regarde dans les yeux. C'est un monstre. Alors là, du coup, j'ai tout de suite envie de regarder. Ah bah regarde, parce que il apparaît qu'au 3e, mais c'est plus... tu sens qu'il va se passer aussi un truc dans la prison. Il va y avoir comment ce petit gamin, il arrive dans la prison, et il y a un truc très américain, c'est que son arrestation est tout de suite médiatisée avec une télé, conférence de presse, sa photo est publiée. Donc du coup, les mecs de la prison voient que c'est lui, et donc il est accusé d'avoir violé et tué la fille, et donc les agresseurs sexuels en prison sont quand même pas très très bien vus, et donc le mec est tout de suite en danger, il est affilié à aucun groupe, et il y a clairement quelque chose donc il faut assez dangereux pour lui aussi. Il y a du suspense jusqu'à la fin, quoi. Il y a combien d'épisodes là, pardon? Il y aura 8 épisodes en tout, et là il y en a 3 qui sont sortis. Il n'y a pas de saison 2 prévue encore, ils savent pas. Non, alors en fait, avec HBO du coup. Du coup, en Angleterre, c'était une série sous forme d'anthologie, c'est-à-dire qu'il y avait une affaire judiciaire traitée par saison. Ah oui, il y a eu 2 saisons. Donc si ça fonctionne, HBO fera peut-être une 2e saison, mais a priori avec d'autres. Avec Colin Farrell et une moustache peut-être. Ça pourrait être leur réponse à American Crime ou à American History. Ouais, alors là, c'est pas a priori, d'après ce que j'ai compris, c'est pas du tout adapté d'une affaire connue ou existante. C'est effectivement adapté, quoi. D'accord. Inspiré, je pense. Donc ça, c'est la bonne surprise d'HBO pour cet été qu'il faudra rattraper. Ça fait une bonne surprise. Pas à la plage. Une bonne surprise, on va passer. Et il y en a une deuxième. Plus controversée. Stranger Things. C'est la deuxième bière. Stranger Things sur Netflix, qui a fait c'est un peu comme Pokémon, ça a été le buzz du mois de juillet. Pour partie parce que c'est Netflix et qu'à chaque fois que Netflix sort une série, ça fait parler un peu, et d'autre part, et surtout parce que c'est une série qui rend hommage, on va dire, aux années 80. Je sais pas si tout le monde ici l'a vu à peu près. Tout vu. Pour le coup, c'est une série parfaite d'été, quoi. J'ai vu que le pilote encore. C'est plutôt fun, c'est une bande de gamins, il y a un côté nostalgique assez évident. La question, c'est est-ce que c'est un hommage ou est-ce que c'est un repompage? Est-ce que quelqu'un veut commencer à en parler? Pour moi j'aime bien la série, je trouve que sans
je crie pas au génie comme j'ai pu voir énormément sur les réseaux sociaux. Meilleure série de l'année, absolument incroyable. C'est très efficace quand même. C'est très efficace, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'est un hommage, mais c'est un hommage gros sabot, c'est un hommage qui manque cruellement de subtilité, notamment dans les 3 premiers épisodes où il te dégueule à peu près tous les Spielberg qu'il a vus, tous les films des années 80, il te les montre en pleine poire, mais genre pas subtilement, tu vois, c'est genre... il te reprend la même scène que dans la même scène de la cabane dans E.T., des choses comme ça. Est-ce que le fait de pouvoir combiner autant d'influences, parce qu'en plus, moi, ce que je trouve intelligent, c'est de pas rester sur du au départ, on pense que c'est E.T. rencontre les Goonies. Oui, et en fait, après ça développe sur vachement d'autres trucs. Et ça sert l'histoire qui est quand même une histoire avec des rebondissements et ça fonctionne assez dans son rythme. En tout cas, ça se laisse regarder assez facilement. Est-ce que le fait d'avoir combiné autant d'influences et de, on va dire, réutiliser, sans dire repomper, mais réutiliser tout ça pour en faire une autre série, c'est pas intelligent. Moi je trouve que c'est ce qui fait le sel de la série, parce que pour moi on tombe pas dans le piège d'un Super 8 qui était 1h30 d'un mec qui dit j'adore Spielberg et je te refais les films de Spielberg. Parce que là, et t'avais juste envie de lui dire oui mais je préfère voir un film de Spielberg, ça va plus vite en fait. Parce que là effectivement en fait tout le monde dit oui c'est ultra référencé, sauf que le champ de référence c'est pas juste un style, c'est enfin déjà entre Stephen King, Steven Spielberg et Carpenter, il y a un monde quoi, enfin bon surtout entre Spielberg et les deux autres, mais ça devient assez dark à un moment. Mais en fait c'est autant un truc sur des gamins que sur une adolescente qui est en pleine montée d'hormones etc, que sur un vrai truc de monstre. Enfin je trouve que finalement ça touche à un spectre qui est assez large, et notamment dans la musique. Enfin c'est un côté un peu new retro wave on peut dire à la Tron ou à la Cliff Martinez, mais ça encore une fois ça n'a rien à voir avec du Spielberg. Et je trouve qu'en fait, la série, la référence va être un peu grosse, mais c'est un peu comme Matrix qui va piocher dans 36 trucs et qui arrive à ressentir un truc un peu singulier. C'est bien que tu le reconnaisses. Mais non, mais c'est assumé. Et là encore, c'est assumé. Et je trouve qu'en fait, comme il pioche dans vraiment plein de choses différentes, au final, la série, elle arrive un peu à trouver sa singularité. C'est pas juste, j'adore Spielberg et je te refais du Spielberg. Ça va un peu plus loin que ça, quoi. Non mais j'imagine que vous avez tous vu la vidéo qui compare plan par plan là, avec les films des années 80. Donc, et c'est vrai que ça serait un peu exagéré de dire que c'est la seule série qui s'inspire de ce qui a été fait dans le passé. Oui, c'est pas vrai. Oui, et puis qu'il l'assume, parce que même toute la mode des reboots, remakes et compagnie, on peut pas dire que c'est les seuls à jouer sur la nostalgie des années 80. Mais est-ce que finalement là, de la nostalgie est plus plaisante à voir ici Après, moi je pense qu'il faut qu'on peut parler aussi de la série en tant que série en oubliant le côté aussi hommage et référence, parce que c'est une série avec des personnages, l'histoire, ce qui se passe, les personnages des enfants et des ados, je trouve qu'ils sont hyper bien. Moi ça m'a fait beaucoup penser à Freaks and Geeks, qui est une référence plutôt années 90 et dont on parle peu, mais c'est vraiment la même bande de geeks ados, et puis la génération au-dessus de la grande sœur qui au départ est un peu loin et puis qui se rapproche petit à petit de son frère et de son histoire. Donc il y a un truc assez chouette là-dessus. Et après c'est une série qui se regarde hyper facilement. Donc c'est parfait pour Netflix parce qu'on peut enchaîner les 8 épisodes vraiment très rapidement. En tout cas moi j'ai vu toute la saison en quelques jours. Par contre moi j'ai été hyper déçue par le dénouement. Je ne dirais pas plus de détails pour pas spoiler. Est-ce que ça mais sent clairement, pas, moi j'ai trouvé ça hyper facile. À la fin, je pensais pas que le 8e était le dernier, parce que ça se finit hyper vite. Ça règle des choses hyper facilement, et à la fin, il y a évidemment un petit twist qui laisse présager une saison 2 qui d'ailleurs n'a pas été confirmée, mais quand même plus ou moins annoncée. Ouais, mais la série pourrait s'arrêter là, ça suffirait quand même. Oui, sauf le petit twist à la fin qui est un peu justement les films de série B. En fait, vous croyez. Mais il est assez léger, je trouve. En fait, non. Effectivement, sans révéler, c'est un peu. Ça pourrait continuer, mais ça pourrait s'arrêter là, ça fonctionne aussi. Est-ce que ça sent pas le côté, on sait pas trop si on va être confirmé en saison 2, donc du coup on laisse des indices. Mais en fait, en termes de scénarisation pure, moi j'ai trouvé ça. Du coup, sur la fin, moi j'ai beaucoup aimé jusqu'au 4e ou 5e épisode. Et après, on est dans l'action pure, dans l'espèce quand même de dénouement, enfin des péripéties, ça avance bien. Dénouement, et j'ai trouvé ça un peu facile. Moi, c'est complètement l'inverse. Je trouve que vraiment la série décolle à partir du 4e épisode. C'est marrant. Je trouve que la série décolle vraiment à partir du moment où justement elle se détache de toutes ses références, où elle en met un paquet dans les 4 premiers. Et puis dans les 4 derniers, je trouve quand même. Il y a des passages sur fond noir, c'est peut-être la référence la plus grillée de la série, et ça passe à l'épisode 5. Je trouve ça un peu plus subtil. Et qui, pour le coup, une référence qui est pas du tout années 80. Qui est très inspiré de ce qu'on fait Jonathan Glazer sur Under the Skin, et qui moi est peut-être celle qui m'a le plus gênée parce que c'est la plus explicite. Là c'est vraiment c'est du c'est littéralement la même chose quoi. C'est pas. En fait je trouve ça fou qu'aujourd'hui on puisse comme ça plagier un élément très très fort, très visuel d'un film qui a 3 ans.
Même pas 2 ans. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que Netflix attend de valider la saison 2 en ayant réglé les petits problèmes juridiques à côté? Après, je pense qu'elle fait des très très bons scores. De toute façon, Netflix ne diffusera jamais ses chiffres, mais je pense qu'elle fonctionne très très bien, parce que c'est la série de l'été. Pour le coup, c'est d'elle dont on parle. C'est vrai qu'on faisait la comparaison quand on parlait de Marseille avec les fameuses sagas de l'été, et là pour le coup c'est une excellente saga de l'été, quoi. C'est frais, c'est léger, tout le monde peut regarder, et le seul défaut, c'est ça prend jamais le spectateur pour un con en fait. C'est ça qui est bien, c'est que t'as le côté horrifique, t'as le côté drôle, t'as le côté sensible aussi avec les personnages adolescents notamment. Je trouve qu'il y a, sur tout ce que ça entreprend, ça réussit quand même, il y a rien qui est honteux. Pour le coup, le casting, le casting enfant est super. Quoi. Moi, ça m'étonnerait pas qu'on les retrouve très vite ailleurs. Et ados aussi d'ailleurs. Moi, je trouve que la vraie force aussi, c'est que les personnages sont très bien écrits. Surtout, moi, j'aime beaucoup le personnage de Eleven. Toi, t'aimes un peu plus le personnage de la sœur, non? Ah non, je trouve qu'Eleven elle est super aussi. Mais l'actrice, elle est l'actrice est incroyable. Incroyable, quoi. C'est pour ça que ce qui fonde son personnage à la fin, moi j'ai trouvé ça un peu moi j'ai trouvé ça beau. Facile. Moi aussi j'ai trouvé ça beau. Ouais. Vous êtes sensibles en fait. On est des grands sensibles nous. Et oui. Non mais voilà, c'est là aussi où ça marche, c'est que je trouve que la fin est assez touchante, et finalement parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est que de la référence, on s'en souviendra pas. Moi par exemple ce personnage de Eleven, il me restera en tête, quoi. Je trouve que c'est un des plus beaux personnages féminins qu'on ait vu cette année carrément. Même le personnage du petit ami énervant par exemple, tu te dis lui comme d'habitude il va faire des conneries et puis on va l'éjecter au bout d'un moment. En fait il revient et il change de personnalité par rapport à ce qu'on voit d'habitude, donc il y a quand même des écritures. Oui, c'est qu'en fait finalement on reprend des éléments du teen movie ou du teen show, mais que quand même les personnages sont pas figés et évoluent aussi. C'est pas juste des caricatures en fait. Ça c'est agréable. Après moi je trouve que la série m'a pas surprise. C'est-à-dire qu'elle se finit un peu comme on peut avoir on aime bien ce qui arrive à tel ou tel personnage, mais elle se termine de manière hyper classique. Et aux gens qui disent que c'est la série de l'année, moi je trouve que c'est une série qu'on va vite à mon avis oublier, sauf si évidemment il y a une saison 2 qui dépasse, etc. Mais je crois que c'est une série qui c'est peut-être un peu sévère, mais qui se consomme aussi vite que la preuve du coup on l'a mangé tous en quelques heures, en 2 jours. Ouais. Mais on a kiffé quand même. Oui, non, mais on a kiffé. C'est une série parfaitement millimétrée sur la nostalgie, mais oui, mais c'est bien fait. Et en fait, moi, un des trucs qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que j'avais l'impression de voir un espèce de film fantastique comme t'en vois de temps en temps dans les festivals de genre, où c'est 2 frères a priori qui ont pondu ça et qui clament leur amour au genre comme des dizaines et des dizaines de mecs font en ce moment, sauf qu'ils le font bien. Ils le font en l'assumant totalement, et ils le font en essayant d'un petit peu... Oui, ils le font avec les moyens Netflix aussi. Oui, formellement c'est quand même super joli, quoi. Et ils proposent quelque chose de novateur finalement. Parce que je pense que la première série mashup en parlant, tu penses un peu à Star Wars épisode 7, je pense, qui propose la même chose. Ah non, sur la nostalgie, non, je pensais que tu parlais de ça. Mais tu vois, pour le coup, je préfère de la nostalgie comme ça, qui cite des références en les assumant totalement et qui essaie de sortir, en mélangeant tout, qui essaie de sortir un truc un peu plus singulier, notamment avec ce personnage de Eleven, que effectivement un truc qui te fait ah, regardez, j'adore ce film, je le refais exactement de la même manière. Tu vois, c'est que je trouve ça plus intéressant au final. Ok, donc une série conseillée. Mais c'est bien, oui, faut regarder. Un bon moment. Okay, tout à fait. On va rester sur Netflix. D'ailleurs, toi, Eleven, tu devais te sentir un peu proche d'elle avec tes cheveux. On a le même coiffeur. J'étais obligé de la faire, je suis désolé. Il a bien attendu la fin. Le running gag. On va rester sur Netflix pour le coup. Geoffrey, tu voulais nous parler de Marcella. Ouais, Marcella. Donc c'est le prénom de l'héroïne. Donc c'est une série britannique réalisée par le Suédois. Alors j'ai noté parce que les noms suédois, Hans Rosenfeld, pardon, c'est le. Ah, tes souhaits. Voilà, c'est le mec qui avait fait The Bridge aussi il y a 2-3 ans, qui était une série assez... Brown ou... Brown, mais c'est le nom anglais, mais c'est Brown, ouais. Et donc c'est une série britannique qui raconte l'histoire de Marcella, qui est une flic qui à 10 ans de ça avait arrêté un serial killer, enfin pensait avoir arrêté un serial killer, qui avait un modèle opératoire où il laissait ses victimes mourir avec un sac en plastique sur la tête, donc salut les ambiances, quoi. Ça aussi c'est sympa. C'est sympa, oui, c'est la série de l'été, c'est ça? Oui, c'est... non, c'est le feel good movie de l'été. Je pense que voilà, c'est 8-10 épisodes, donc ça se regarde assez vite comme Stranger Things, c'est un truc qui s'enchaîne et... Voilà, je vais vous dire après si ça s'oublie vite ou pas, mais en gros, c'est une série britannique, donc c'est réalisé par un Suédois, mais c'est une série 100% britannique. L'action se déroule à Londres d'aujourd'hui, avec Londres d'aujourd'hui complètement industrielle, vraiment en centre-ville, etc. Et donc cette héroïne qui avait enquêté il y a 10 ans a arrêté sa carrière, et on vient la voir un matin, l'inspecteur, pour lui dire que le serial killer a repris du service et qu'on retrouve le même genre de victimes dans la ville. Et du coup, elle reprend son badge de policier, elle essaye de retrouver le tueur. Donc on a une ambiance très proche de celle de Luther,
Donc je sais pas si vous avez regardé Luther ici avec Idris Elba, ou The Killing, surtout la version US qui est une de mes séries policières préférées. Et donc on a une ambiance très froide, très pesée, avec une réalisation vraiment très recherchée sur énormément de plans de Londres qui sont immenses, avec des plans souvent très larges, des super beaux diaporamas, une couleur très sombre, enfin des contrastes très sombres. Il y a une ambiance vraiment très posée comme Luther, c'est pour ça que ça me fait penser à Luther, surtout à ce niveau-là. Et c'est une enquête, donc c'est un polar classique qui a une résolution, une fin, avec vraiment énormément de rebondissements, des bons cliffhangers qui font que ça fait une série qu'on a envie de tout de suite regarder la suite. Donc ça révolutionne pas le genre du polar, mais c'est assez intéressant sur pas mal de points. Et l'actrice principale, c'est Anna Friel, qui fait vraiment son rôle, qui est vraiment hyper intéressante. Et donc je peux pas trop en dévoiler plus sur le scénario, parce que c'est vraiment des gros rebondissements. Et juste que le personnage principal souffre de petites crises psychologiques où elle oublie ce qu'elle a fait. Et des fois, pendant 10, 20 ou 30 minutes, elle a des crises un peu à la Luther aussi, où des fois il est vénère, le mec il pète des gueules, on sait pas trop pourquoi, et la truc. C'est un peu pareil. Et du coup, dans le premier épisode, on nous pose tout de suite la question, est-ce qu'elle serait pas passivement impliquée dans l'affaire sur laquelle elle enquête, parce qu'elle a vraiment des grosses absences, et il y a des éléments, elle revoit des éléments de scène qu'elle n'est pas censée avoir vécu, donc il y a un petit côté un peu étrange comme ça, qui fait que ça tient bien en haleine, donc c'est à regarder, c'est 10 épisodes, c'est court, c'est une série intéressante. Des épisodes de 50 minutes De 50 minutes, c'est un format 50, ouais. Et bon rebondissement, très peu de personnages, c'est le genre de polar que j'aime bien, au final, on sait inévitablement que le problème vient de cette sphère de personnages en fait, qui a vraiment des secrets dans cette sphère. Et du coup, c'est intéressant à suivre. Donc, c'est un peu la même entre guillemets formule que Brown, où c'était une flic avec un comportement, c'est vraiment très proche de ça. Il a vraiment repris cette mécanique. The Killing aussi. Et c'est The Killing par rapport au personnage féminin qui est très ressemblant, parce qu'elle a perdu elle a divorcé de son mari récemment. Elle voit moins ses enfants, donc on est très proche de ce genre de personnage qui pallie son problème psychologique en vraiment se concentrant sur son enquête pour oublier ses problèmes. Mais des fois, parfois, elle le fait trop en fait. Et donc c'est une série que je vous conseille si vous voulez revoir une série courte cet été, en plus de Stranger Things. Moi je garde Stranger Things pour cet été. L'excellence des séries britanniques et nordiques. Ils sont très forts en polar quand même. La saison 1 est bouclée ? Elle est bouclée, ouais. Elle est terminée. Il y a 10 épisodes qui étaient dispo d'un coup. Elle a été un peu, justement, elle est partie vite fait de la homepage de Netflix à cause de Stranger Things, justement. Elle est un peu passée inaperçue. C'est le problème. Et je suis tombé dessus. Je fais nouvelle série Netflix policière britannique que j'ai lancée tout de suite parce que j'adore ça et c'est vraiment intéressant. Ça révolutionne pas le genre, encore une fois, mais c'est. Donc c'est une Netflix originale. C'est une prod Netflix, ouais. C'est une prod Netflix. C'est des one shot ou c'est une histoire complète ? C'est une histoire complète qui laisse envisager éventuellement une suite aussi. Okay. Mécanique on sait pas trop encore, mais je pense que j'ai regardé, ça a apparemment assez bien marché en Angleterre d'après les critiques que j'ai vues, donc à voir pour la suite. Mais de toute façon, Netflix n'a jamais annulé une série après la saison 1. Même Marseille clairement. Donc a priori on est parti pour une après, on vous rappelle réécouter le premier podcast deuxième. Pour réécouter deuxième qui était le premier trop voulu être là pour parler de Marseille. On en parle trop souvent. Et d'ailleurs, en même temps que Marseille, était sorti la saison 2 de Bloodline. Si vous n'avez pas vu Bloodline, que pour moi, vraiment une série extraordinaire. Et la saison 2, elle m'a retourné. J'ai fini la semaine dernière. Et ça, pour le coup, l'été à regarder, c'est cool aussi. Parce que ça se passe. Le problème de Netflix, c'est qu'il y a trop de trucs de séries dessus. Mais il y a aussi Iga, le film indien avec la mouche qui se venge. En termes de choses à voir sur Netflix. C'est bien ça aussi. Mais en Netflix, voilà, c'est une série policière sur Netflix. Ça se regarde, c'est accessible. Dans les vacances, je conseille, c'est vraiment bien. Et on conseille toujours une série britannique. Toujours une série britannique. C'est bien, du coup on a une excellente trilogie, la The Night of, Stranger Things. Et ça n'est pas fini. Tu fais les transitions avec moi, c'est formidable. On voulait aussi vous parler de Brain Dead. Oui, qui est une série américaine. Parlons de. Non, c'est un film de Peter Jackson. Qui n'a rien à voir avec le film, puisque le Dead prend une majuscule. Voilà. Et c'est vrai que par contre, du coup, il n'y a pas de sous-titres. Brain Dead, c'est marrant parce que du coup, ça fait référence pareil à des vieux films comme le. Je ne sais plus le titre. C'est Alzheimer qui dit. Voilà, c'est ça. Mais on parle de cerveau justement. L'histoire, c'est une série un peu satirique et c'est une histoire un peu décalée. C'est globalement des fourmis extraterrestres qui envahissent le cerveau de politiques américains à Washington. J'ai fait mais qu'est-ce que c'est V en fait. Et qui envahissent les démocrates et républicains. Et en fait, chaque fourmi en fait a pas une idéologie, mais prennent une position très marquée sur les démocrates et sur les républicains. Donc elles changent le caractère et le comportement de pas mal de gens à Washington et elles vont créer des affrontements un petit peu stériles d'ailleurs
d'où la satire, entre les deux camps pour essayer de changer des choses. Et puis on imagine qu'il y a peut-être un dessin derrière ultime. Et on suit Mary-Elizabeth Winstead, qui est donc l'héroïne, qui est la sœur d'un congressman, voilà, et qui va évidemment par hasard se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Et la série fait 10 épisodes pour l'instant. Vu les scores de la saison, je pense qu'il n'y aura pas forcément de suite d'ailleurs. Mais les épisodes enchaînent avec un humour un petit peu noir cette confrontation entre républicains et démocrates. Si vous suivez un peu l'actualité, je pense que vu le contexte aux États-Unis, il y a un petit côté. Ça se place en plus dans un contexte réel, puisqu'on voit régulièrement Trump qui parle à la télé ou des choses comme ça. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose. Mais du coup, c'est des fourmis qui envahissent que les politiques. Non, un peu tout le monde, mais du coup, elles envahissent un peu tout le monde, et certains d'ailleurs qui supportent pas ça, leur tête explose. Donc il y a un côté un petit peu gore aussi. Un peu scanner. Et c'est ça qui commence à alerter certaines personnes en disant il y a un truc qui cloche. On va il y a des têtes qui explosent, c'est bizarre. Mais ce serait bien que. Et en fait, comme l'État, enfin la plupart des administrations sont contrôlées maintenant par ces extraterrestres infiltrés, tout le monde camoufle un peu ces explosions de tête ou ces comportements un peu étranges. Et donc du coup nos héros, donc il y a l'héroïne plus un mec un peu timbré et puis une médecin, etc. Ils sont un petit groupe à être en mode résistance un peu. C'est un peu rencontre Mars Attacks un peu en quelque sorte. Parce qu'on voit les côté Mars Attacks, ouais. Est-ce qu'on les voit les fourmis ou c'est juste... Oui, on voit les fourmis. Non, mais en fait, ça joue le côté très premier degré. C'est pour ça qu'il y a un côté vraiment humoristique, c'est qu'on voit des fourmis rentrer dans les cerveaux et en fait chaque personne qui est infiltrée, il y a un morceau de cerveau qui ressort de l'autre côté. Donc il y a un petit côté gore à la série qui est réjouissant, mais c'est surtout que ça assume totalement ce côté-là. Mais c'est dégueu ou pas? C'est plus rigolo que dégueu, je pense. En 4 épisodes pour l'instant. 5 épisodes 5 épisodes, il y a eu 3 moments où c'était un petit peu gore, mais c'est vraiment le feu d'artifice pour cacher la. Il y a presque un côté cartoon Tex Avery avec. Ouais, c'est plus du Tarantino que du Torture Porn. D'ailleurs, le problème, c'est que voilà, c'est un registre assez particulier, c'est un humour assez particulier, donc c'est peut-être pour ça aussi que la série cartonne pas. C'est une série où les choses vont assez vite. Au final, l'héroïne rencontre plein de gens et il se passe plein de choses en 4 épisodes. Enfin voilà, ça développe vraiment les personnages et ça va assez rapidement, donc on s'ennuie pas. C'est assez drôle, tous les génériques. Ah oui. Y a, quand on vous dit précédemment dans Brain Dead, et ben là c'est chanté. C'est chanté et c'est une chanson en mode commentaire, c'est-à-dire que la personne qui chante, le mec qui chante en mode country, commente ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, mais en se moquant un peu l'héroïne. À un moment, elle a rencontré un mec, donc lui il se fout de leur gueule, etc. Donc il y a vraiment ce côté-là. On va appuyer chaque détail pour que ce soit satirique, ironique, etc. Et c'est pas mal. C'est un format 40 minutes. 40 minutes, ouais. Et je pensais que c'était. Mary-Elizabeth Winstead est quand même excellente. Sur tous les points. Alors pour rappeler quand même pour les gens qui savent pas qui c'est Mary-Elizabeth Winstead, c'était celle qui jouait Ramona Flowers dans Scott Pilgrim, la fille de John McClane dans les 2 derniers Die Hard, et la Pom-Pom Girl dans Boulevard de la Mort de Tarantino. Je crois que c'est ses rôles les plus connus. Si je dis pas des conneries, mais voilà. Oui, c'est ça. Et qui n'a pas non plus une carrière extrêmement. Ah si, mais je suis con, elle a joué dans 10 Cloverfield Lane récemment. Et voilà, oui, évidemment. C'est l'héroïne. Si vous avez vu, j'étais en train de le chercher dans ma tête, mais je l'ai vu surtout dans un film récent. Ouais. C'était l'héroïne de Cloverfield Lane. Et elle est très bien dans cette série. Que j'ai pas reconnu tout de suite. Et la série est en cours de diffusion. C'est en cours de diffusion. Les audiences sont vraiment pas extraordinaires et on a peur que du coup ça s'arrête très rapidement. C'est dommage parce que c'est vraiment une série, ça apporte de la fraîcheur, ça change un peu par rapport à tout ce qu'on voit sur les séries politiques qui sont hyper sérieuses à la House of Cards, des choses comme ça. Attention, on dit pas de mal de House of Cards. Attention, c'est bien. Non, mais ça soulage. C'est un registre. Non, mais c'est clair, ça rend décalé. léger tout en continuant à dénoncer. C'est aussi une très bonne série de l'été puisque c'est vraiment hyper léger, quoi. Tu rigoles quand même pas mal. Ce côté politique. Moi j'aime bien quand c'est léger, mais c'est que les couloirs du congrès Congrès où t'as des politiques. C'est la Maison Blanche version fourmi extraterrestre. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Faut juste intégrer ce côté fantastique un peu et faire avec. Mais c'est vraiment assez drôle et on espère que il y aura une vraie fin. J'imagine que l'effet fantastique, sans avoir rien vu, permet de faire une satire de la politique qui passerait peut-être moins bien. C'est ça qui est assez réjouissant au regard. Ça passe sur quelle chaîne? CBS. Et on n'a pas d'infos encore sur une potentielle diffusion française, mais ça peut dépendre. Je pense savoir s'il y aura une suite ou pas. Je suis pas certain que ce soit le genre de série qui marche vraiment en France parce que c'est vraiment très ancré dans la politique américaine, sur le Congrès et tout, et c'est quelque chose qui sera pas forcément hyper suivi en France. Voilà, mais si vous avez l'occasion, du coup, n'hésitez pas. Et donc ça fait 4 séries.
de l'été. C'est magnifique. Quasiment. Voilà. Donc il y a 2 mois, ça fait 8 semaines. Toutes les 2 semaines, vous avez votre série, c'est parfait. Parfait. Ben Jean-Victor, puisque tu as la parole, tu vas pouvoir continuer. On va faire un aparté musical. Oui, je vais parler pour la première fois dans ce podcast de musique. C'est l'émotion, là, je suis au bout de ma vie. Je vais vous parler... Pas des Chemical. Non, ni de U2, c'est ni Nine Inch Nails, c'est parfait. Je vais vous parler de ce que je considère comme mon album de l'été, parce que les tubes de l'été c'est bien gentil, mais la radio c'est pas terrible. La BO de Pokémon Go. La musique Justin Timberlake, tu vois, super. Non, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Band of Skulls, qui est un groupe anglais qui existe officiellement depuis 2004, mais qu'on écoute vraiment depuis 2008-2009. Et qui en est à son 4e album, qui est sorti il y a 2 mois, qui s'appelle By Default. Et assez étonnamment, ça s'est trouvé en fait dans mon iPod et c'est devenu vraiment mon album de l'été. Alors c'est un groupe de rock qualifié alternatif à la base, ils sont 3. Donc je vais vous dire leur nom d'ailleurs, il y a Russell Marsden au chant et à la guitare, il y a Emma Richardson, parce que oui il y a une fille à la basse qui chante aussi, et il y a Matt Hayward à la batterie. Et en fait, leurs premiers albums, notamment leur premier tube qui s'appelle I Know What I Am, c'était tout le monde trouvait que c'était du White Stripes bis. C'est que ça avait vraiment ce côté hyper punchy, peu dépouillé dans les compositions, mais hyper efficace. Et en fait, ils ont, au fil de leurs albums suivants, avec notamment Sweet Sour et l'avant-dernier qui s'appelait Himalayan, ils ont essayé un peu de creuser leur composition, toujours en restant très rock, très punchy, très accessible. Et là, avec le 4e album qui s'appelle By Default, ils ont, comme le nom l'indique, en fait, ils ont essayé de faire un petit peu table rase et de reprendre tout depuis zéro. Ils ont carrément été enregistrer leur album dans une église paumée au fin fond d'Angleterre, en étant seuls, un peu coupés du monde, tout ça. Et ils ont essayé de changer un peu de style, de se dire on va continuer à faire ce qu'on fait, donc des choses avec une composition de basse, batterie, guitare, basse très simple, mais en essayant de changer un peu de style. Donc ils ont fait un album qui est plus pop et plus funk presque. Bon, ça reste du rock, si vous voulez des riffs de guitare qui tabassent et des bonnes batteries, il y en a. Mais ils ont essayé de changer un peu de style et de faire quelque chose d'assez différent. Et du coup c'est un vrai album d'été dans le sens où toutes les chansons sont hyper péchues, elles donnent vraiment la pêche, le sourire, etc. Et ils ont poussé un petit peu le délire en essayant d'inclure de nouveaux instruments, sachant que si vous allez les voir sur scène maintenant, il y a carrément un 4e musicien qui les a rejoints. Et c'est parfait pour l'été. C'est du rock ensoleillé, j'ai envie de dire, qui est assez positif, qui est vraiment punchy, qui fout la pêche. Et tout l'album est bon, il n'y a pas un bout de gras, tout suit sans aucun problème. D'ailleurs c'est typiquement le type d'album qu'on met dans ses écouteurs quand on va jouer à Pokémon Go par exemple, ou je sais pas quoi. Et ben voilà, je sais ce que je vais faire. Et où en fait l'album se termine, on n'a pas eu le temps on l'a pas vu passer parce que ça s'enchaîne hyper vite et c'est un vrai régal. Donc voilà, ça s'appelle By Default de Band of Skulls. Et d'ailleurs si vous aimez l'album, ils seront en concert à la fin de l'année au Trianon, je crois que c'est en novembre. Au Trianon. Je vais essayer d'y aller, je pense. Très très bonne salle de Et pour les avoir vus sur scène en première partie des Queens of the Stone Age, ils sont aussi excellents sur scène. Et puis voilà, en plus il y a une nana qui chante aussi, donc c'est chouette, et il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, si vous voulez du rock frais, punchy et qui est pas non plus du rock FM dégueulasse, Band of Skulls, je vous recommande chaudement. Ça roule. On repartira tous avec votre ramener un petit CD. Non, mais sur Spotify, il y a tout ce qu'il faut. En entier. Sur Apple Music, Spotify, YouTube, vous trouverez tout ce que vous voulez. Si tu me dis Wapsoi plus première partie de Queen of the Stone Age, c'est clair que je vais me pencher dessus du coup. Et si tu veux, on ira aller voir en concert ensemble. Mais oui, on va aller voir en concert. Ah, c'est chouette. On va vous laisser organiser ça. Ah oui. Tu viendras. En plus, il y a un Pokéstop devant le Trianon. Ah ouais. On est foutus. Et la reine du Trianon. Merci pour cet aparté musical. Il fallait. Plein d'informations. Merci. On va passer à notre dernière partie, qui est la partie cinéma. Oh. Un domaine que nous affectionnons tous particulièrement. Je sais pas de quoi tu parles. On va faire un grand débat sur cet été plein d'informations et de sorties. Et avant, on voulait faire un petit aparté sur un deuxième du coup. On enchaîne les apartés. Ouais, mais ça fait plus. Enfin, c'est compliqué après. On voulait parler de Belladonna, qui est un film d'auteur sorti au début du mois, si je ne me trompe pas. Alors oui et non. Tu vas nous expliquer ça. Checker ces infos. Je vais t'en dire plus. Belladonna, en fait, c'est un film de 1973. Ouais, début du mois, c'était presque ça. Donc c'était presque ça. C'est un film d'animation japonaise, mais qui, effectivement, tu as presque raison, qui est ressorti en France en version restaurée en juin dernier et qui passe encore, j'ai vérifié, dans quelques salles en France, vraiment pas beaucoup, et vraiment des petits cinémas, des horaires improbables, mais comme on est en vacances, vous pourrez y aller
dès demain ou dès ce soir au Brady par exemple. Oh. Voilà, donc c'est un film très particulier. Moi je connais très peu l'animation japonaise par ailleurs, donc je ne pourrais pas vraiment comparer. Tout ce que je sais, c'est que c'est un film qui faisait partie d'une sorte de trilogie produite par le studio de Tezuka, qui était un des maîtres de l'animation japonaise à l'époque, que pour des raisons diverses et variées, il s'est sorti assez vite de ce film, donc qui s'est fait avec assez peu de budget au final. Et c'est un film qui est inspiré de l'imagerie médiévale, plutôt occidentale au départ, donc qui n'a rien à voir avec des sujets très japonais au départ. Donc on est dans une sorte de Moyen-Âge un peu fantasmé, où une jeune femme, Jeanne, se marie avec l'amour de sa vie, mais elle doit subir ce qu'on appelait, ce qui était déjà le cas dans les campagnes médiévales à l'époque, le droit de cuissage du seigneur. Donc c'est-à-dire qu'avant la nuit de noces, le seigneur a un droit de préemption sur le mari pour faire ce qu'il a à faire. C'est bon mon gars, tu peux y aller. Explique-nous en détail. C'est assez violent, mais malheureusement c'est une pratique qui existait vraiment à l'époque, dans des temps reculés, et où évidemment donc ça se passe mal, puisque c'est un viol, on peut appeler ça comme ça. Jeanne est traumatisée, et ensuite évidemment la femme du seigneur, jalouse, finit par la traiter de sorcière. Et méprisée par tout le monde et même abandonnée par son mari, Jeanne finit par céder vraiment au malin et de devenir vraiment une sorcière. Et c'est une sorte de révolte féminine finalement. Elle quitte le village, elle pactise avec le diable, et puis quand elle revient dans son village, elle va envoûter avec la belladone, donc qui est une sorte de poison, enfin une plante vénéneuse, avec la belladone, finalement envoûter et convaincre tous les villageois. Et une énorme scène de partouze qui est très très belle, assez forte visuellement, et voilà, de se venger aussi contre le seigneur, contre sa femme, et même à un moment contre son mari qui l'a trahi. Donc voilà, il y a une histoire très très médiévale. L'héroïne s'appelle Jeanne, donc ça fait aussi penser, toute proportion gardée, un peu à Jeanne d'Arc. Il y a quelque chose de figure féminine très très forte, et qui par contre elle un peu vaincue par le démon et qui revient sous forme de sorcière. Et au niveau visuel, le film est assez extraordinaire. C'est inspiré par pour le coup un peu toute l'imagerie du début des années 1900-1920, Art Nouveau. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces peintures là, mais Klimt, Schiele, moi l'affiche m'a un peu fait penser à Mucha justement. Ouais, c'est une des inspirations déclarées. Toute la peinture viennoise aussi, donc Klimt ou Schiele, avec des décors très 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 décharnés, très très pâles. L'héroïne est très rousse, mais elle devient après, parfois elle a des cheveux violets ou verts selon les périodes de sa vie. Il y a beaucoup de fleurs aussi dans le décor, donc ça fait penser un peu à Klimt, aux ornementations qu'il avait. Et pour la petite histoire, le film, comme avait un gros problème de budget à l'époque, en fait n'est qu'à moitié animé. Donc ils n'ont pas pu animer tous les plans, toutes les images, donc c'est surtout la caméra qui fait des mouvements dans l'image, qui zoome, et ça donne en fait un effet assez unique au film. Ça fait des effets assez drôles, donc il y a des grands panneaux, des panoramiques verticaux ou horizontaux pour aller dans des espèces de grands dessins comme ça. Il y a des scènes qui sont plus ou moins bien donc animées que d'autres, et ça fait un effet assez fou. Il y avait une musique originale qui a connu son petit succès aussi, un peu de psychédélique, qui est ressorti aussi je crois en vinyle, et voilà, tout le film est une sorte de délire visuel assez fou. La scène de viol de Jeanne par le seigneur, moi c'est une scène du début qui m'a le plus marqué, où on voit donc Jeanne allongée comme ça en plan, comme si on était au-dessus, et puis tout d'un coup il y a une tache rouge qui arrive d'entre ses jambes et qui se répand sur toute l'image, et donc c'est la manière de figurer le viol, et c'est pas très très marrant, mais en fait c'est hyper beau. Le film a une interdiction ou... Oui, en fait le film a été évidemment objet de scandale, et il a été coupé, il a été interdit, et c'est pour ça qu'il a été très très peu montré. Je suis même pas sûre qu'il soit sorti en France avant maintenant, donc entre les années 70 et maintenant il a été très peu montré. Il y a des couleurs très très fortes, donc aussi la copie s'est très vite abîmée
Il y a eu comme ça beaucoup de gens qui l'ont vu de manière tronquée ou de mauvaise qualité. Le film est sorti quand même depuis les années 90, a été montré dans quelques festivals. J'ai vu notamment à l'Étrange Festival il me semble en 2013. Et là, c'est un studio américain qui a fait l'effort de le restaurer, de le montrer en intégralité. Et c'est voilà. T'as pu comparer la version actuelle et la version... Parce que moi j'ai me souvenir de la version d'époque qui était déjà magnifique. Et restauré, c'est quoi? Ils ont juste changé le format, ils ont passé ça en... Non, parce que là, je crois qu'ils ont respecté le format d'origine. C'est un travail sur les couleurs, aussi. Ouais, je pense qu'il y avait quelques scènes peut-être qui avaient été tronquées, qui sont rajoutées. Moi, j'avais pas vu. C'est vraiment une découverte là. Ça me donne envie. J'ai lu ça dans les magazines parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que aussi bien les cahiers du cinéma que Jalouse. Non, mais il y avait des retours critiques assez dithyrambiques. Et voilà, d'habitude, je ne lis pas tous les mois Jalouse, je préviens. Tu mais fais là, ce que tu veux, on ne juge pas. Avec effectivement les photos. En fait, qui était et en feuilletant le magazine, on est forcément attiré par ça. Elle est sublime, film. Super belle et tu sais l'affiche originale est magnifique aussi. Tu sais s'il y a une ressortie Blu-ray de prévu du coup, parce qu'il a été restauré? C'est une bonne question, mais j'imagine pour le coup. Ça a été une petite sortie, mais il était quand même. Moi, je l'ai vu au UGC des Halles, donc il est quand même resté 1 ou 2 semaines aux Halles et c'est assez beau et assez fou à voir en salle, quoi. Donc s'il reste quelques copies qui traînent en France, il faut se précipiter pour le voir. Et donc au Brady, il passe encore, c'est ça, à Paris? Oui, je crois ce soir même. Ah, je peux pas ce soir, ça tombe mal. Mais ça donne bien envie en tout cas. Essayez de voir les petits films qui restent que quelques semaines en salle face aux gros monstres hollywoodiens notamment, mais aussi surtout internationaux. Parce que les gros monstres internationaux, ils paraissent pas beaucoup. Transition idéale. Ah oui. Partie, Mathieu. De quoi qu'est-ce qu'on va parler? Je m'améliore en transition, moi. Mais merci beaucoup pour. Entre Belladonna et le Comic Con, il y a un monde entre les deux quand même. Oui, parce que du coup, on voulait reparler de cet été cinéma qui nous semble un petit peu morne. À part Belladonna. Quand même. Cet été hollywoodien. On va pas parler de chaque film parce qu'on a eu la chance nous de pouvoir voir quelques gros films qui sortent en août et globalement on n'a pas non plus des grandes surprises. On a quasiment tout vu en fait. Quand tu réfléchis. Ghostbusters, Star Trek 3, Jason Bourne. Le seul qu'on n'a pas vu finalement, si on met tout en commun, c'est Suicide Squad. Notre dernier espoir réside dans Suicide Squad. Entre ça et les annonces du Comic Con, on va peut-être commencer par ça d'ailleurs parce que c'est un peu l'événement geek du mois de juillet. C'est toujours un même des gros événements de l'année. Comic Con de San Diego où se retrouvent tous les gros studios, qui se font la bataille à coups de panel. Cette année pour le coup, il y avait vraiment tous les gros studios qui étaient présents. Non, pas tous. Il y avait pas Paramount par exemple. Pas Paramount. Si, Star Trek. Ils étaient pas au Comic Con. Ils ont fait une avant-première, mais ils n'avaient pas de panel où ils montraient leur nouveau film. Oui. Et la Fox n'a pas voulu le faire non plus parce qu'ils avaient peur que les images qu'ils montreraient sur place filtreraient sur le net. Ouais. Donc ils ont pas tout mis. Donc, presque tout le monde y était. Et notamment la grande bataille, c'était Luc Besson. Luc Besson qui était même un des premiers soirs et qui a réussi à faire un petit buzz sur Valérian. Sans montrer d'image, je crois d'ailleurs. Ils ont montré des artworks, je crois. Et je crois qu'ils ont montré quelques extraits du film, mais évidemment qui sont restés internes au panel dans le hall H. Est-ce que du coup vous avez retenu des choses du Comic Con? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont non. Parce que quand on parle de l'ambiance, parce qu'il y a eu une telle avalanche de trailers en fait. Des toilettes, tu vois, à droite. À droite dans la petite salle dans la cave. C'est la question globale, c'est qu'il y a tellement de choses et le Comic Con servant généralement à annoncer les 2 ou 3 prochaines années. Est-ce qu'il y a une ou 2 annonces qui vous... Non. Est-ce qu'il y a un trailer qui vous a marqué? Un truc que vous avez retenu de cette avalanche de bandes annonces? Nope. Non. Tout m'a passablement ennuyé. Globalement, moi, il y a Légion quand même, la série y a Légion, FX adaptée d'une partie des par le créateur de Fargo. Voilà, mais parce que c'est le créateur de Fargo, donc la bande-annonce, elle envoie un peu, mais comme on en parlait avant l'émission, c'est une bande-annonce, donc il faut qu'on voit les premiers épisodes avant de se prononcer. Mais de toute façon, ça va être la problématique. Mais ça semblait quand même assez surprenant et assez différent de ce que pouvaient être les films X-Men. Et en tant que série, la bande-annonce était assez convaincante. Mais bon, à part ça, Wonder Woman, c'est pas mal, mais c'est quand même assez convenu. En fait, ce qui est drôle, c'est d'avoir vu l'affrontement entre Marvel et Warner, où Warner, ça fait quand même quelques années qu'ils montre quelques petits trucs, mais tout le monde s'en fout, sauf quand c'était Mad Max il y a 2 ans. Mais en termes de super-héros, ils n'ont jamais vraiment fait sensation. Et Marvel est toujours donné gagnant. Et cette année, en fait, ceux qui ont fait la plus grosse impression, c'est Warner qui a carrément tout montré, quoi. Ils ont balancé même trop de choses d'ailleurs. Trop, je sais pas, mais ils ont évidemment montré le trailer de Wonder Woman, qui est quand même un gros événement aux États-Unis parce que c'est le premier film centré sur une super-héroïne, hormis Catwoman de Pitoff, mais on n'en parlera pas. Donc voilà, de la nouvelle vague de films de super-héros, et ils ont montré à la grande surprise de tous. Ah oui.
un grand film. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on n'en parlait pas. J'avais complètement oublié celui-là en plus. Mais surtout, ils ont montré la bande-annonce, enfin un trailer de Justice League alors que le film a à peine commencé à tourner. Est-ce que c'était une bonne idée de montrer des images aussitôt de Justice League? Surtout une bande-annonce de 2 minutes 50. Bah avec 3 scènes dedans. Enfin moi ce que je trouve assez drôle dans ce trailer, c'est que tu sens dans tous les sens que Warner est en train de faire son mea culpa suite au beat critique de. C'est la vidéo balancée en mode regardez, on va faire un truc différent de Batman contre Superman. On va faire du Marvel. Warning. Et en fait je trouve ça rassurant dans un sens dans le film où ce qu'on a vu, bon ça a pas l'air génialissime du tout, mais en fait ça ressemble à un Avengers à peu près filmé, hein, pas comme Joss Whedon. Et à l'inverse c'est terrifiant parce que tu te dis qu'effectivement en fait le genre est vraiment en train de se faire niveler par le bas en mode on va faire du Marvel avec des blagues toutes les 3 secondes et t'as envie de leur dire si c'est pour faire exactement la même chose qu'en face, est-ce que c'est vraiment nécessaire quoi. Et Justice League c'est ça la bande-annonce, c'est regarde t'as un patin en fait c'est toi Batman. J'avoue que s'il y avait eu un peu plus d'humour dans Batman Superman j'aurais peut-être un peu apprécié le film parce que pour le coup moi ça a été un de mes plus gros beats de l'année. Ah oui non mais c'est horrible mais est-ce que le retour des critiques et surtout des internautes sur les réseaux sociaux a forcé Warner à repenser son film? Ah oui non mais de toute façon c'est le évident. film était déjà engagé non? Ah, Justice League? Oui, mais est-ce que du coup ils ont pas retouché un peu la tonalité du scénario, pas forcément l'histoire, mais... De toute façon, chez DC Comics, il y a eu une espèce de tornade dans la gestion de l'entreprise. Ouais. Là, il y a Jeff Jones qui était à l'origine un des plus grands scénaristes de comics là-bas. Qui est mis à la tête. Qui était déjà, depuis Batman vs Superman, il l'avait promu pour s'occuper un peu plus des films, etc. Et on a appris cette semaine qu'il est carrément en fait à la tête du groupe désormais. Et que c'est un peu, c'est censé être le Kevin Feige, donc le Manitou de DC Comics, qui va devoir un petit peu gérer un peu tout ça. Et si, on sait depuis Batman vs Superman qu'il y a eu des réécritures de fait sur Justice League, qu'a priori Ben Affleck est beaucoup plus impliqué, parce que bon, il y a une célèbre vidéo qui en témoigne, il avait pas l'air très content après Batman vs Superman. Il a été officialisé du coup réellement, parce que c'était aussi le Comic Con des officialisations de choses qu'on savait déjà. Oui, donc on sait qu'il va réaliser le prochain film Batman, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle par ailleurs. Jouer dedans et l'écrire. Ouais, donc ça va être Batman Ben Affleck film, enfin un truc comme ça. Et donc voilà, donc ouais, ils ont montré ce trailer qui sent la tentative pour rassurer le public le plus massivement possible. Et tandis qu'en face, Marvel a fait son pacha, n'a absolument rien montré au public en dehors du Comic-Con et a juste balancé le trailer de Doctor Strange qui ressemble à Inception 2. Qui ressemble à un film de Christopher Nolan, mais en moins bien. Qui vous a pas convaincu? Mais en moins bien. Bah non, ça t'a convaincu? Moi j'ai trouvé ça rigolo, mais Scott Derrickson. Scott Derrickson. Non, mais on rappelle, c'est le monsieur qui a fait Sinister et Délivrez-nous du mal. C'est écrit par les mecs qui ont écrit Prometheus. Et The Darkest Tower. Le meilleur The Darkest Tower de l'univers. Est-ce que la question c'est est-ce que Doctor Strange sera un film un peu différent des précédents Marvel? Non. Bah, ils ont vendu ça comme un espèce de méga délire psychédélique, surtout qu'entre temps il y a aussi eu un changement dans la gestion de Marvel. C'est-à-dire qu'il y avait Ike Perlmutter qui était le président de chez Marvel. Est-ce qu'ils sont un peu déçus des scores des films précédents donc... Qui s'est fait dégager complètement de la gestion de Marvel Studios, qui désormais appartient entièrement à Kevin Feige. Et donc, soi-disant, ça leur permet d'avoir plus de contrôle créatif et plus d'argent pour les films. Et donc, Doctor Strange est censé être vraiment ce premier film fait entièrement librement chez Marvel. Tu vois le trailer, t'as l'impression d'avoir déjà vu ça 1000 fois. Je sais pas si vous avez vu, je crois que c'est sorti ce matin, il y a une interview de Fede Alvarez, le réalisateur d'Evil Dead, du remake, qui devait donc réaliser Doctor Strange et qui a dit en fait en interview que on sait pas si c'est Doctor Strange, mais on se doute que on se doute quand même que c'est Doctor Strange, qui a dit en interview qu'il avait donc rencontré Kevin Feige et que les gars de chez Warner savaient déjà ce qu'ils voulaient, de chez Marvel pardon, savaient déjà ce qu'ils voulaient, comment ça allait être filmé, le ton et tout, et finalement que le réalisateur avait plus aucune liberté, donc c'est pour ça qu'il a juste un technicien. C'est pas le cas un peu de tous ces films de franchise si, mais de toute façon du coup répond à un cahier des charges en fait. Mais ils essayent de faire un vent de fraîcheur alors qu'on sait tous très bien que ce sera... Ça va être balisé dans la formule Marvel quoi. Vous allez dire que c'était une question un peu bête, mais est-ce qu'au Comic-Con on montre autre chose que des images de promo et des trailers en fait? Bah, sur place, des fois, ils montent des avant-premières, donc évidemment. C'est comme très marketing, donc c'est très cadré. Il y a pas. Oui, c'est un peu le catalogue de ce qu'on va se prendre dans la tronche. C'est le 3 du comic, quoi. C'est pareil. C'est le même mécanique de ces gros salons où c'est. En plus, souvent, ils te ressortent des trucs qu'ils avaient annoncé 3 ans avant, ils te le ressortent parce que là, fois la bande annonce et du coup, ils refont du buzz sur les mêmes trucs. Le 3, ils mettent les bandes annonces en ligne, ils font vraiment les profiter de l'événement. Parce que le Comic Con, généralement, il y a quand même la moitié des choses qui sont montrées sur place, qui ne sont pas communiquées au grand public sur Internet. Oui, parce que par exemple, cette année, ils ont vu des extraits du nouveau Spider-Man sur place, ils ont vu des extraits du nouveau Gardien des Galaxies, mais pour le public qui n'était pas à San Diego, en fait, on a eu le trailer de Doctor Strange, on a appris que Brie Larson serait Captain Marvel, donc la première super-héroïne officielle de chez Marvel.
qui aura son film rien qu'à elle. Que Kurt Russell serait le... Et Stallone. Mais ça on le savait déjà. Stallone sera dans déjà sur le net. Les Gardiens de la Galaxie. Ceci dit, Brie Larson aussi, c'était déjà une rumeur. C'est juste l'occasion de diffuser des communiqués de presse, quoi. Oui, voilà. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu fou l'importance que ça prend dans l'actu sur Twitter et tout, alors que c'est un événement qui finalement est pas si important. C'est une petite machine à buzz tous les 12 mois. Après, il y a énormément de trailers qui ont été révélés cette année. Donc il y a eu Doctor Strange. Il y a Netflix. Non, mais je vais faire ma rabat-joie, mais en fait, c'est que des trailers. Ah oui, non, c'est que ça. Un trailer, ça montre quand même ce qu'on veut. Non, bien sûr. D'un projet, c'est calibré en 30 secondes ou une minute ou 2 minutes. Si tu notes, t'as Netflix qui a balancé tous les teasers de ses prochaines séries Marvel. C'était pas au Comic-Con ça, Netflix, ils ont aussi fait une annonce il y a pas très longtemps. Mais là ils ont montré les images. Ils ont profité du panel Marvel pour balancer vraiment les. C'était vraiment le moment où ils ont balancé les bandes annonces. Non mais après bien sûr c'est que des trailers, mais en fait là où c'est intéressant c'est que ça donne un petit peu la température sur ce que va être la saison en fait à venir en termes de blockbuster, etc. Et là où c'est terrible c'est qu'en fait tout a l'air pourri quoi. Enfin, le pire étant, je pense, on va le citer. Non, c'est même pas Kong. Le pire, c'est le roi Arthur par Guy Ritchie. Ça, qui a l'air d'être une horreur, mais absolue. C'est Camelot en mal fait. T'as l'impression qu'il y a 5 films montés en un seul. Enfin, ça a l'air horrible. Il a soulevé pas mal de critiques ce nouveau film de Guy Ritchie. Il y a le nouveau King Kong, oui, où le King Kong fait 150 mètres de haut. J'ai montré la bande-annonce de Arthur à un pote qui m'a fait mais c'est un film qui a 20 ans. Je fais non, il sort l'année prochaine. Il m'a fait merde. Si Skull Island, tu sais pourquoi Kong il fait 150 mètres de haut. C'est pour se battre contre Godzilla, mais voilà. Ouais. Et vous avez tu m'as spoilé. Il y a eu un truc assez étonnant. Il y a eu un panel avec Oliver Stone et la sortie de Snowden. Oui, qui a pas du tout fait parler. Totalement aux antipodes de ces gros films. Et d'ailleurs, ils ont montré le nouveau trailer de Snowden au Comic-Con, effectivement. Mais je crois qu'il est en ligne d'ailleurs, le nouveau. Ouais, le trailer était sorti. Il y a un peu une overdose de super-héros cinéma qui est prévue depuis quelques années. Je sais pas si on va pas rentrer. Là, vous avez aux alentours de 2019-20, on a 4 Marvel par an, un truc comme ça. Je crois que c'est en 2018, il y a 8 films de super-héros dans l'année. Pour nous, oui, mais pour le spectateur lambda, moi je connais je connais un paquet de gens, ils sont trop contents d'aller voir des Marvel, quoi. Voilà, en silence d'enterrement. C'est gênant. Mais du coup, il n'y en a pas cet été des Marvel. Il y a eu Civil War et il y a Doctor Strange en octobre. Ouais. Mais même pas novembre. Mais en même temps, la contrepartie de ça, et on va revenir sur la deuxième partie du débat, c'est que le problème, c'est que c'est Marvel, en fait, ça se voit quand tu vois le trailer de Justice League, c'est qu'ils sont en train de contaminer la concurrence, mais le problème, c'est qu'ils contaminent tout. C'est qu'on est en train de se taper que des films à franchise avec des spin-offs, des machins, etc. Et ça se voit sur l'été. Enfin, genre cet été, on a eu que des remakes. Jason Bourne, Star Trek 3. Qui est le 12 ou 13 d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a même SOS Fantôme, on a Fantôme, le reboot. Squad, c'est du DC Comics. On a. Est-ce que finalement Suicide Squad, c'est pas le film qu'on va vraiment attendre en mode y aurait-il une vraie surprise dedans? Moi, j'y crois pas. Ça, on verra, mais ça a l'air d'être le seul truc un peu fun en fait. Tu te dis pas j'ai trop envie de le voir, enfin tu vois, c'est pas, t'as pas une grosse attente non plus, quoi. Ouais, enfin pour les coups les bandes annonces sont assez fun, un peu plus fun que les autres. En fait, ce qui est terrible, c'est que ça a l'air quand même moche. Oui, mais après c'est des losers, donc c'est des méchants qui sont censés être moches, donc moi c'est pas ce qui me dérange tant que ça, quoi. Moi, ce qui m'énerve un peu maintenant que DC Comics sont bien, que Warner est bien engagé dans le cinéma. Quand j'allais voir un Marvel ces 3-4 dernières années, j'y allais le cerveau débranché. Voilà, je me disais, je vais voir un divertissement, ça va pas forcément péter plus loin, contrairement au BD, c'est formaté, c'est du formatage, etc. Et quand il y a eu Batman Superman, je fais, il y a enfin un film, un truc super-héros qui va pouvoir me faire réfléchir. C'est pour ça que j'adore Batman. Et en fait, c'est 2 fois pire, quoi. C'est vide de sens, il n'y a rien. Mais c'est vraiment, ce qui m'a rendu triste. Et j'ai fait, mais en fait, c'est quoi l'avenir du coup du super-héros? Là où c'est triste, c'est que c'est en réaction à Marvel. Et en fait, la première réaction, c'était de faire l'inverse total en mode, mais limite, c'est ça qu'il aurait fallu caricatural, en mode on est trop dark, machin, sauf que c'était ridicule. Et finalement, en fait, t'as l'impression que les mecs, pour eux, il n'y a pas d'entre-deux. C'est que maintenant, la solution pour pallier au non-succès critique de Batman vs Superman, c'est de faire Avengers, quoi. Ouais. Il y a les moyens, on peut faire l'entre-deux. Moi, le dernier film de super-héros que j'ai vu, c'était Civil War. Et c'était en fait c'était Captain America, mais en fait c'était un Avenger. Ouais, c'était Avengers 3.5. Et je trouve que le fait d'avoir montré Spider-Man dans ce film comme un ado qui sait pas maîtriser ses pouvoirs et qui va être entraîné dans ce truc un peu de manière comique, en fait ça casse totalement le mythe Spider-Man des films de Sam Raimi qui sont pas si vieux, etc. Enfin, je trouve que à trop en faire et à trop mélanger les super-héros et tout, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a plus de substance. C'est-à-dire que les personnages sont tenus à des mini-codes mais qui sont jamais creusés. Voilà, des mini-séquences qui servent à des clins d'œil.
Et il n'y a pas de plus d'écriture de personnages. Enfin, nous au NIF par exemple cette année on a vu un film italien qui s'appelle Lo chiamavano Jake Robot, sur l'histoire d'un espèce d'énorme loser qui tombe dans un baril et qui se retrouve avec des super pouvoirs et qui commence en fait à faire péter des distributeurs de banques, etc. Et puis par la force des choses se trouve à devoir faire le bien. Et bon, c'était une origin story comme on en a vu 15, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui re-questionne directement qu'est-ce que c'est que d'être un héros, et pourquoi ce mec avec des super pouvoirs en vient à essayer d'aider les gens en fait. Ça me fait penser à One Punch Man aussi, c'est le dernier gros manga que j'ai lu en termes de super-héros, où le mec il se fout complètement de la gueule des shonen depuis 30 ans, où c'est tout le temps le super-héros, le petit héros qui essaye d'évoluer. Je sais pas si vous connaissez One Punch Man. Et en fait, le postulat de départ, c'est que c'est un mec qui est déjà ultra balèze, avec un coup de poing et tue qui il veut. Et en fait, au-delà de ça, il y a tellement aucun enjeu au niveau des combats et des trucs, parce qu'à chaque fois il y a un gros boss qui arrive et il fait juste une petite pichette avec sa main, le mec explose, c'est n'importe quoi, qu'en fait il questionne justement qu'est-ce que c'est être super-héros et qu'est-ce qui fait qu'il... Enfin, au-delà de son pouvoir, qu'est-ce qui fait qu'il peut exister dans son œuvre et qu'est-ce qui le rend intéressant alors qu'il a déjà tous les pouvoirs. Un peu comme Captain Marvel, je vois pas quel enjeu ça va être sur ce personnage alors qu'on sait je pense qu'elle est immortelle, qu'elle a tous les pouvoirs. Ouais, c'est le problème de Superman, hein. C'est le problème des films Superman. De Superman, exactement, c'est ce qui pour moi m'a gâché. Alors que dans One Punch Man, il y a ce côté, il arrive à le rendre intéressant alors qu'en fait il est pas du tout parce qu'il est immortel et du coup il le rend intéressant par comment il existe, voilà, par rapport à ses amis, ce qu'il y a autour de lui, l'univers où il évolue, et il essaye lui de se trouver enfin, c'est hyper intéressant. Et pour moi, il y a que X-Men à l'heure actuelle qui arrive encore à me faire réfléchir avec les super-héros. Et avec le dernier, il repart dans le même schéma du divertissement pur et dur qui arrive plus à questionner sur quoi que ce soit. Et je trouve ça super dommage. Et à côté, t'as la solution Deadpool de faire un truc un petit peu osé. Voilà, et ça, c'est un film qui est arrivé un peu par hasard et qui du coup a des répercussions également sur les prochains, puisque Suicide Squad a retourné des séquences suite à Deadpool en disant c'est pas con ce qu'ils ont fait. Je crois que c'est plus suite au bid aussi de Batman vs Superman. Oui, un peu les deux. Mais un peu les deux, on va prendre un peu ce qui s'est passé chez la concurrence et puis on va essayer de remodeler un peu le truc. Après, les rumeurs de reshoot sur Suicide Squad, elles sont très floues. Il y en a qui disent que effectivement c'est pour ajouter des blagues. A priori, il y a une autre rumeur qui a été soutenue par David Ayer évidemment, comme quoi en fait le Warner a adoré le film, mais le final était un peu décevant, donc ils ont mis de la thune pour faire un truc un peu plus explosif sur la fin. Je pense qu'on n'aura jamais vraiment la réponse, mais... La réponse mercredi prochain. Ah ouais, réponse en salle, oui. Alors, donc rien de palpitant cet été Pas vraiment Comic-Con. Oui, le retour de Xander Cage. Ce qui est terrible, c'est que le trailer le plus marrant qu'on ait vu récemment, qui est passé juste avant le Comic-Con, c'est Triple X3, quoi, tu vois. Tu veux dire le mec qui fait du ski dans les arbres. Qui se fait du ski dans la jungle. Exceptionnel, la bande-annonce. Génial. Quand tu vois Baboulinet qui fait du ski dans la jungle et qui fait de la motocross sur l'eau. Pour ça, quoi. Bah, au moins tu te dis ok, parce que, les gars ils nous vendent de la merde mais ils s'en foutent et c'est complètement assumé, quoi. C'est ça que j'adore, c'est marrant. Mais ça fonctionne. Mais ça a l'air rigolo. Enfin du coup on va y aller. Et c'est horrible de se dire que c'est le trailer qui donne plus envie que tout ce qu'on a eu au Comic Con. Sauf Wonder Woman, ça a l'air pas mal. Mais c'est le même effet que Fast and Furious 7, ce genre de choses. Oui, parce qu'en fait ça a l'air d'être du blockbuster qui sait exactement ce qu'il te propose, mais qui te le fait à 300%, tu vois. Alors que Marvel, le problème c'est que Marvel, bon, c'est toujours la même chose, et en fait les scènes de destruction massive en CGI à la fin, t'en aurais toujours rien à cirer. Et... Je me demande même si chez Marvel les Avengers sont pas peut-être arrivés trop tôt, parce que du coup, comme on disait tout à l'heure, ils vont être obligés maintenant de foutre tous les personnages dans tous les films, parce que si d'ailleurs là ils limitent Avengers 3 et 4 qui devait être un film en 2 parties, devient Avengers 3 un film unique, donc il commence à se dire faut quand même qu'on... c'est surtout c'est difficile de développer un nouveau personnage, ou alors comme Ant-Man, moi j'ai détesté, mais ils te sortent l'excuse bidon de pourquoi on n'appelle pas les Avengers pour faire ça. Ils sont en train de sauver la planète, une autre planète, enfin ça commence à partir dans des trucs ils sont pris au piège de leur univers partagé, ils sont complètement pris. Tu l'as un peu dans le ils veulent créer une saga sans réussir à le faire parce que j'ai l'impression que les histoires de super-héros les plus intéressantes, c'est quand les super-héros sont confrontés à des non super-héros. Soit Spider-Man avec Mary Jane, donc avec est-ce que j'arrêterai pas d'être super-héros pour vivre à nouveau une vie normale. Quand ils ont des dilemmes en fait personnels, mais là c'est difficile. Un peu humain sur leur vie qui est celle non super-héros, quoi, comme Clark Kent, etc. Et qu'avec les Justice League, Avengers et compagnie, en fait comme c'est que des super-héros ensemble, il n'y a pas tu peux moins allouer de temps à ça, quoi. Le problème c'est que c'est des films qui prennent pas enfin Avengers par exemple, c'est quand même un film qui fait une blague toutes les 3 minutes. Et ça pourrait être un film super épique où vraiment il faut les rassembler parce que c'est la fin de l'humanité, et si eux ils y vont pas, enfin vraiment tu pourrais faire un truc sérieux où t'en prends plein la gueule et où c'est intense, et en fait non, c'est que des blagues et à la fin tu t'en fous et tu sais qu'ils vont gagner. Et voilà, quoi. Civil War, j'ai trouvé des trucs un peu ratés, mais ce que je trouvais intéressant c'était le rappel de ce qui s'est passé dans Avengers 2, donc ils ont quand même détruit toute une moitié d'un pays.
en essayant de sauver le monde, mais ils ont quand même détruit toute une ville en l'amenant en haut et puis en descendant, et que du coup il y a quelqu'un qui va les accuser d'avoir tué sa famille, etc. Donc il y a un peu ce poids de culpabilité que je trouve qui est de plus en plus. Ils essayaient de remettre un peu ça au centre du film. Dans Jessica Jones, c'est vous avez détruit une ville, maintenant vous allez en payer les conséquences. Ce qui avait un peu en filigrane très très fin, mais dans Jessica Jones, qui est moi une des séries que j'ai découvertes. Pour le coup, sur Netflix, ils font des séries qui sont un peu plus palpitantes. Avec Luke Cage. Parce que c'est plus intimiste. Il y a eu le trailer d'Iron Fist aussi qui a été diffusé au Comic-Con. Mais du coup, qui racontait un peu que les super-héros pouvaient ne plus être si bien vus par le reste de la population à cause des destructions qu'ils pouvaient infliger comme ça et sans aucune réparation. Donc il y a finalement ça dans Civil War avec toute cette histoire d'ONU qui est un peu longue, mais d'ONU qui essaye d'imposer, ou de conseil de sécurité, je sais plus, qui essaye d'imposer des règles aux super-héros et où donc qui arrive qui mène à l'affrontement avec le personnage de Daniel Brühl et philosophique entre Captain America et Iron Man, c'est ça, et que finalement est assez intéressante, mais qui après évidemment qui était assez survolée dans le film, quoi. Survolée parce qu'il faut quand même des combats et puis des histoires de gros méchants et tout ça, mais l'affrontement est-ce qu'il faut réguler les super-héros, je trouvais ça intéressant en fait. Le problème c'est quoi, après c'était survolé dans le film et maintenant qu'ils l'ont fait, on sait qu'ils vont repartir sur le côté rigolo. C'était pas ça l'argument au départ du film, et moi c'était la question que j'avais trouvée intéressante. Donc il y a quand même une crise d'identité dans les films de super-héros et fabrication peut-être aussi. Voir le trailer de Justice League qui fait ni plus ni moins de l'humour à l'Avengers, c'est que les mecs ils ont baissé les bras, c'est alors chaud, que ça, Snyder chaud. Ça fait quand même 2 ans qu'il est en train de t'expliquer pendant la promo de Post-Man of Steel et de Batman vs Superman qu'ils vont faire un truc, qui vont faire une alternative, qui vont faire un truc vraiment de réalisateur où chaque mec pourra mettre sa patte à l'image. Tu vois le trailer de Wonder Woman, t'as un énorme plan à la Zack Snyder en plein milieu, tu fais ok super, et qu'ils vont vraiment faire quelque chose d'assez différent, où ils vont pas mettre de scènes post-génériques pour finalement mettre des scènes coupées sur YouTube en même temps que la sortie du film. Et des scènes post-génériques au milieu du film. Et voilà, et le problème c'est que les gars, il faudrait qu'ils arrêtent de se dire on va faire ça en réaction et juste faites vos films, quoi. Faites-les comme vous avez envie de les faire. On verra pour Ben Affleck avec Batman s'il est pas trop limité dans son truc et si ouais, mais ça c'est hyper intéressant. C'est un des seuls à qui j'ai un peu confiance pour faire une écriture vraiment d'auteur sur un personnage aussi important et riche que Batman, plutôt que partir juste dans le divertissement à la con. Mais après, tu vois, par exemple Suicide Squad, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle on l'attend, c'est que ça a l'air d'être de différencier un peu le principe de dire on va prendre des bad guys, ça, c'est cool, pour les envoyer se faire défoncer la gueule. Sur les principes papiers c'est rigolo. Moi j'ai très peur du syndrome ils sont pas si méchants que ça en fait, c'est un peu des gentils, on verra bien comment ça sera fait. Si mais tu fais ça avec le Joker, c'est quoi, c'est bizarre quand même. On verra bien quoi. Il y a Margot Robbie aussi, on verra ça la semaine. Oui, et en espérant que ça sauve un été quand même désastreux. On retient Triple X3. Vous aviez envie de le placer celui-là? Bah oui, ça avait l'air bien. Très bien, super. Bah écoutez, on fera le bilan dans quelques mois sur cet été pas très palpitant. On pourrait presque déjà le faire, mais est-ce qu'on conseille quand même un ou deux films ou pas? Bah nous on l'a vu en avance. Alors je sais qu'il y a un petit différent d'appréciation, mais je trouve que le dernier Star Trek il se tient quand même. Moi j'ai hâte, je veux le voir celui-là. Il est alors, pour les fans de Star Trek, je trouve qu'il est beaucoup plus dans l'état d'esprit de la série originale où on retourne à de l'exploration, on retourne dans l'espace et on retourne à des enjeux un peu plus creusés et pensés, que ce soit scientifique, etc. En essayant quand même de faire un blockbuster récent qui en me colle plein la gueule, mais je trouve qu'il y a un mariage des deux qui est plutôt intéressant et qui est plus intéressant que les deux précédents. C'est pas trop mon avis, mais on va te laisser un peu. On va dire du bien. Voilà. Mais le problème, c'est qu'à côté, oui, le reste. Insaisissable, Mathieu, peut-être. Insaisissable 2, c'était pas possible. On a vu Independence Day 2, qui était pas possible. C'est une catastrophe absolue. Mais qui est très drôle. Très drôle. Qui est dans la surenchère et l'amoncellement d'effets spéciaux et de monstres gigantesques, de vaisseaux gigantesques. Et il est bien foutu. Dans la bande-annonce, il y a une actrice qui ressemble à Charlotte Gainsbourg. C'est Charlotte Gainsbourg. Non. Si. Il y a Charlotte Gainsbourg dans le film. Mais elle a refusé de faire la promo là, non? Je sais pas. Bah, je pense que c'était pas dans. En même temps, si elle avait vraiment lu le scénario, elle aurait refusé de faire le film aussi. En même temps, qui est dans tout le film, qui est vraiment du début à la fin. Elle est conseillère. Elle joue le love interest de Jeff Goldblum. C'est quoi, une scientifique, une chercheuse? Elle a besoin de payer ses impôts aux États-Unis. Je pense, je sais pas. Peut-être qu'elle est fan du premier Independence Day, on sait pas. Bah, le pire, c'est que tu retrouves tout le casting. Tu retrouves Jeff Goldblum. Non, il y a pas Will Smith.
C'est peut-être pour ça que c'est pas bien. Si, il est en photo au début. Oui, il y a ce premier Photoshop. Pour bien te montrer, tu vois, s'il est mort. C'est un peu une mort, tu te rappelles. Mais bon. Non, mais en même temps, Independence Day 2, on peut ouvertement pas le conseiller, c'est quand même pourri. Quoi. Je me suis vraiment marré. C'est vraiment, je pèse mes mots, c'est le pire film que j'ai vu cette année. Bah, non, c'est quand même assez grotesque. C'est torché, mais par le plan de mépris du bon sens. La réplique du président, elle est extraordinaire. Ouais, mais tu l'avais déjà dans le premier un peu. Ah, c'est ouf. C'est un manque de créativité. Moi, je suis assez curieuse par Ghostbusters. Voilà. Moi, j'ai plutôt apprécié Ghostbusters en fait. Je sais que les avis sont pas du tout unanimes, mais Ghostbusters, c'est une bonne surprise par son casting et par le réalisateur qui est derrière, Paul Feig. Parce qu'en termes de comédie, ça fonctionne extrêmement bien, de par l'énergie des comédiennes, de Chris Hemsworth qui est quand même assez bon sur le registre comique. Surtout là, il a des répliques assez cultes. C'est le secrétaire. Le secrétaire, ouais, mais qui est idiot comme jamais. Et Chris Hemsworth en idiot, c'est assez bluffant, ça fonctionne très bien. Le film fonctionne un peu moins bien dans le sens où c'est pareil, c'est une formule un peu classique à Hollywood maintenant, c'est qu'il y a une grosse scène d'effets spéciaux à la fin. Mais c'est un remake en plus. Et c'est un pur remake, donc ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas du tout cherché à créer quelque chose sur les précédents, mais c'est vraiment ça. C'est à peu près la même histoire que le premier film. Mais ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Mais ça va pas dire qu'il y a eu une ancienne génération de Ghostbusters, c'est dire non, on va tout reprendre à partir de zéro. J'avoue, je comprends pas trop. Ce qui est un peu dommage parce que c'est bizarre, du coup, ils sont obligés d'user d'artifice pour faire des clins d'œil à la première génération, alors qu'ils auraient pu recréer, faire une continuité un peu. Il y a un 2 prévu du coup, ils veulent en faire le 2. Je sais pas, le film fonctionne quand même relativement bien, notamment aux États-Unis. Moi, je dirais qu'en termes de film de l'été rigolo, ça peut être sympathique. Il réussit pas à rendre le contexte fantastique ou voilà, les fantômes à la limite on s'en fout un peu, c'est juste des excuses pour faire fonctionner. C'est quand même con dans un film qui s'appelle Ghostbusters. Non, mais c'est pour faire réagir et vraiment les 4 comédiennes principales sont vraiment très rien que pour la tempête de merde qui se sont reçues sur Twitter, et voilà, ce qui est étonnant et compagnie. Voilà. Moi je trouve rien que sur ça me donne envie d'aller le voir. Après, et ce qui est étonnant, c'est que le film est à 1000 lieues de ça. On comprend. C'est purement des remarques sexistes, etc. Oui, mais surtout par des gens qui n'avaient pas encore vu le film à l'époque. C'est purement une campagne web navrante. Après, je pense que le film n'est pas du tout militant. Mais le film s'oublie. Mais le film s'oublie très vite. Mais par contre, c'est un bon moment. Rien que pour ça, je pense que. On est largement au-dessus des Insaisissables 2 ou des Independence Day 2. Ou même de Jason Bourne, on peut le dire. Ou de Star Trek. Non, allez voir Star Trek. Non, mais au mois d'août, vous pouvez aller voir Tony Erdmann, un film allemand de 2h40 qui est vachement bien. Et non, alors si vous voulez voir du grand spectacle excellent, alors il passe plus, je crois qu'il passe que dans une salle ou deux maintenant parce qu'il est sorti depuis un moment. Je vous conseille chaudement La Légende de Bahubali, première partie, qui est le plus gros blockbuster tamoul sorti l'année dernière, qui est donc l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma indien et qui passe encore dans quelques salles à Paris. Et pour le coup, c'est vraiment 2h30 de grand spectacle absolu. Et franchement, fantastique, ça, vous en prenez plein la gueule, c'est hyper drôle, c'est hyper généreux, c'est assez spectaculaire, c'est un espèce d'énorme péplum où en gros ils font l'histoire de Moïse mais dans le folklore indien, dans une espèce d'Inde fantasmée. Au début du film, il doit escalader une cascade géante qui fait des milliards de kilomètres de haut et il l'a fait, tu vois. Et franchement, je vous assure, c'est 2h30 de bonheur pur et dur et ça éclate tous les blockbusters que j'ai vus depuis 6 mois. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Bahubali, c'est pas parce que c'est indien que c'est pas bien, au contraire. Et il faut aller voir des blockbusters indiens, ils sont complètement tarés. Et non, puis c'est la preuve que l'Inde est en train, et l'Asie en général est en train d'arriver sur la scène du grand cinéma populaire à pleine balle. On a eu un été pourri, mais est-ce qu'on va avoir une bonne fin d'année? Non. Non, c'est mal barré. Il reste quoi? La bande-annonce qui me donnait envie là, d'un film qui sort 31 août, c'est Nocturama de Bertrand Bonello. C'est un peu improbable, mais c'est quand même une histoire d'adolescent qui décide de faire des attentats. C'est pour ça que le film a été renommé. Il y a Star Wars en décembre quand même. Et poussé. On a déjà fait un point sur Rogue One, mais oui. Mais est-ce qu'à part dans les gros films, il y a Hacksaw Ridge de Mel Gibson. Moi, je trouve que le trailer est quand même canon. Le Malik sort en 2016 ou pas? Non, il sort à la fin de l'année. Il y a Voyage of Time de Malik, qui a priori aura une sortie à IMAX, mais il y aura aussi une sortie salle, plus longue. Mais qui a l'air quand même d'en mettre plein les yeux. Et j'en avais un peut-être. Si, cette année à la rentrée il y a Kubo and the Two Strings, le nouveau Laika, tout à fait, les mecs qui font des films en stop motion. Je pense qu'on en parlera dans le prochain. On en parlera, et ça c'est là. On le voit fin août. Très bien, ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Oriane, merci Fred, merci Jean-Victor, merci Alexandre. Merci Mathieu. Voilà. Et puis on vous souhaite un très bon été. Vous avez plein de conseils, plein de choses à voir, à jouer. Amusez-vous avec Pokémon et puis on vous dit à la rentrée. Voilà, ciao. Salut. Salut.